lorsque je me suis marié, je n'ai pas dit que j'avais hérité de 3 appartements de ma grand-mère. Et comme c'était bien que je me sois tu, car dès la semaine suivante, ma belle-mère a amené un notaire. Avant de continuer l'histoire, écrivez dans les commentaires comment vous vous appelez et d'où vous venez. Je sursautai en entendant la sonnette insistante. Je pris une serviette, m'essuyai les mains rapidement et courus jusqu'à l'entrée. Qui ça peut bien être à cette heure-là, murmurai-je, bien que l'horloge affichait déjà presque 11 heures. Mais pour moi, dans les premiers jours après le mariage, le matin semblait toujours trop tôt. Mon mari et moi parlions tard dans la nuit, regardions la télévision, organisions des soirées romantiques. À peine avais-je ouvert la porte que ma belle-mère, Margaret Thompson, se tenait déjà sur le seuil, parfaitement coiffée, en costume pantalon impeccable et avec un visage sérieux. À côté d'elle, un petit homme, les yeux baissés et se balançant d'un pied sur l'autre, se tenait avec une mallette en cuir. Il avait l'air d'être un notaire ou un avocat coupe soigné, veste stricte, dossier sous le bras. « Victoria, bonjour, ma chère, dit ma belle-mère d'un ton autoritaire, nous devons parler. Voici Samuel Wilson, le notaire d'un ami de la famille. J'ai décidé qu'il était temps de régler certaines affaires. » Mon cœur se serra. Quelles affaires peut-elle vouloir régler si vite après une semaine de mariage, pensais-je, tout en essayant de garder un sourire poli. À l'intérieur, l'inquiétude m'envahissait, car je n'avais encore rien dit à personne à propos de l'héritage de ma grand-mère, 3 appartements dans différents quartiers de la ville. Je ne l'avais pas fait par intérêt, mais plutôt par crainte, je détestais qu'on fouille dans les affaires financières des autres. Et surtout, je ne voulais pas que mes relations avec Nathan dépendent de ma propriété. Je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour les mètres carrés. « Bonjour, Margaret », répondis-je d'un ton aussi amical que possible, tout en les invitant à entrer dans l'appartement où Nathan et moi vivions désormais. « Entrez, s'il vous plaît. » Samuel, enchanté. Je faisais de mon mieux pour rester calme, bien que mes nerfs commencent à s'agiter. Une idée rapide traversa mon esprit, peut-être qu'elle voulait que je signe une reconnaissance de dette? Un contrat de mariage? Après tout, cela ne faisait que 7 jours depuis le mariage. Dès qu'ils entrèrent, ma belle-mère se comporta comme si elle était la maîtresse des lieux, scrutant autour d'elle pour voir si tout était en ordre. Puis elle fit un geste brusque de la main, me demandant de recevoir le visiteur. Moi, gardant les bonnes manières, je les conduisis dans le salon et leur proposai de s'asseoir. Je me précipitai en cuisine pour préparer du thé et des biscuits, bien que je n'ai vraiment pas envie de les recevoir ainsi, mais la politesse était de mise. « Victoria, où est Nathan ?» demanda ma belle-mère en s'installant sur le canapé. Je lui avais demandé d'être à la maison. « Nathan est parti en affaires, il reviendra bientôt », mentis-je un peu. En réalité, Nathan était allé faire des courses et m'avait promis de revenir dans 20 minutes. Je voulais gagner du temps, au moins pour comprendre pourquoi cette femme avait amené un notaire chez moi. Pendant que je versais le thé, Margaret jeta un œil autour d'elle et, bien sûr, ne manqua pas de remarquer. « Vous n'avez pas encore tout organisé ici. Vous êtes jeune, vous ne comprenez rien à la gestion de la maison. Mais bon, on réglera ça plus tard. » Je fis semblant de ne pas entendre cette remarque. Je souris sèchement et posai la tasse devant elle. « Victoria, » continua ma belle-mère d'un ton plus officiel, « nous avons réfléchi, avec le père de Nathan, qu'il serait préférable de régler toutes les affaires familiales dès maintenant. Après tout, tu es marié, n'est-ce pas? » « Oui. » « Nous ne voulons pas que des problèmes surgissent plus tard concernant les biens. C'est pourquoi, » elle désigna le notaire, assis au bord du canapé comme s'il avait peur de s'enfoncer dans le tissu, « Samuel a préparé les documents. Il est important que tout soit juste et transparent. » Je me tendis. Cela ressemblait à une invitation à signer quelque chose tout de suite. « Mais quel document exactement? Que voulez-vous formaliser, Margaret ?» demandai-je, essayant de paraître aussi innocente que possible. « Oh, rien de grave, » dit-elle, faisant mine que ce n'était pas important, un contrat de mariage. Et une confirmation que, en cas de problème, tous les biens acquis en commun seront partagés à parts égales. Et j'aimerais aussi préciser car je crois savoir que tu n'avais pas de capital avant le mariage. Mon cœur se serra. Voilà, pensais-je, elle essaie déjà de découvrir ce que j'ai ou non. Mais j'étais prête, je m'étais douté dès le début que ma belle-mère ne résisterait pas à fouiller dans ma vie personnelle. Oh, du capital? Eh bien, répondis-je en souriant, j'ai économisé pour le mariage, j'ai quelques économies. Mais rien d'extraordinaire. Je vois, répondit-elle,
et à son visage, je vis qu'elle ne croyait pas ou suspectait que je mente. Et les biens immobiliers? Peut-être que tu possèdes quelque chose depuis avant le mariage. Vous êtes vraiment curieuse, vous, faillis-je dire à haute voix. Mais je me contentais de secouer la tête humblement. Non, rien de sérieux. Je vivais chez ma grand-mère, c'est tout. Mais elle est morte depuis longtemps, l'appartement était petit et il a été laissé en héritage à mes parents, je mordillais ma lèvre, ne voulant pas entrer dans les détails. En réalité, l'appartement appartenait effectivement à mes parents. Mais les 3 autres, plus luxueux, que ma grand-mère avait hérité de ses années de commerce, elle les avait légués à moi par testament. Et personne n'en savait rien, à part le notaire qui avait signé tout avec nous. Je lui avais demandé de garder cela confidentiel jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Donc, rien du tout, demanda ma belle-mère, écarquillant les yeux comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais une simple fille de rien, mariée à son fils. Eh bien, tant mieux. Samuel, montre-lui notre contrat. Je pris machinalement les papiers que le notaire me tendait. Je parcourus rapidement le contrat de mariage, en cas de divorce, les biens acquis en commun. Rien de vraiment horrible, à part un point qui me sauta immédiatement aux yeux, si jamais l'un des époux, c'est-à-dire moi, possède un bien substantiel, il sera automatiquement considéré comme un bien commun, sauf si une clause spécifique il a été acquis avant le mariage. Autrement dit, il voulait me piéger si jamais il s'avérait que j'ai quelque chose de valable. Cette formule astucieuse signifiait que je devais immédiatement l'indiquer dans le contrat et préciser que c'était personnel et non soumis à division. Mais comme je disais n'avoir rien, cela revenait à un grand néant. Je fis semblant de lire attentivement. Pendant ce temps, ma belle-mère continuait à parler. Nathan est un bon garçon, mais tu sais, la vie est imprévisible. Et toi, tu viens d'une famille modeste, pourquoi te compliquer la vie? C'est pour ça qu'on a décidé mieux vaut tout régler dès maintenant pour éviter des disputes. Et là, la colère bouillonnait en moi. Donc, je suis une simple fille sans famille, c'est ça? Très bien. Mais je comprenais aussi que si je lui disais la vérité, que j'avais 3 appartements que je louais et que je recevais un joli revenu chaque mois, elle chercherait immédiatement à me manipuler. Elle exigerait probablement que ces appartements soient transférés à la famille, aux petits-enfants, et ainsi de suite. Ou qu'ils soient loués à des membres de la famille à des prix inférieurs. Je ne voulais absolument pas cela. Et surtout, je ne voulais pas gâcher ma relation avec Nathan. Il ne savait rien de ma richesse et m'aimait sincèrement, sans arrière-pensée. Du moins, c'est ce que je croyais. Je dois en discuter avec Nathan, déclarai-je fermement, rendant les papiers au notaire. Sans lui, je ne signerai rien. Ma belle-mère se mordilla la lèvre, mais reprit vite le contrôle. Bien sûr, parle à ton mari. Mais je suis sûr qu'il est totalement d'accord avec moi. C'est pour votre tranquillité d'esprit. N'est-ce pas, Samuel? Le notaire acquiesça distraitement, visiblement gêné de rester dans une telle atmosphère. Il regarda sa montre. Si vous voulez que je certifie le contrat aujourd'hui, il faut que ce soit avant midi. Ensuite, j'ai d'autres rendez-vous, dit-il. À ce moment-là, la porte grinça et Nathan entra avec un sac de courses. En voyant sa mère et le notaire, il haussait les sourcils, surpris. « Maman, qu'est-ce que vous avez encore organisé ici ?» Il posa son sac par terre et me regarda rapidement. « Victoria, que se passe-t-il » Je haussai les épaules, comme pour dire que j'étais moi-même sous le choc. C'est alors que Margaret commença à expliquer à son fils qu'elle se préoccupait du bien-être de son mariage. Elle proposait de signer un contrat de mariage et de régler rapidement toutes les questions liées au bien. Nathan l'écoutait avec un air tendu. Lorsqu'elle eut terminé, il répondit doucement mais fermement. « Maman, je t'ai demandé de ne pas t'immiscer dans notre relation. Victoria est ma femme, et nous allons nous débrouiller seuls. » Ma belle-mère fronça les sourcils. « Fils, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour vous. Je comprends, mais tu ne m'avais pas prévenu de cette visite. Et en plus, tu as amené un notaire. C'est trop. » Trop, s'exclama Margaret. « Nathan, comment ne comprends-tu pas? À notre époque, il faut être prudent. Et si Victoria a des dettes cachées, ou au contraire une richesse inconnue qui pourrait ressurgir plus tard? Mieux vaut tout officialiser maintenant. » Il tourna son regard vers moi, comme s'il essayait de lire sur mon visage si j'avais ces richesses secrètes. Je faisais de mon mieux pour rester calme, bien que mon cœur battait la chamade. Si Victoria a quoi que ce soit,
ça m'est égal, répondit finalement Nathan. Je l'aime, et pas son argent. Et franchement, maman, tu pourrais t'arrêter? Ma belle-mère bouda, gonfla les lèvres, mais finit par accepter sa défaite. Eh bien, très bien. Vous déciderez entre vous. Samuel, excusez-nous d'avoir pris votre temps. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Le notaire se leva aussi, haussant les épaules de façon embarrassée avant de la suivre. Je ressentis un grand soulagement lorsque la porte se ferma derrière eux. Nathan s'approcha de moi et m'enlaça. Désolé qu'elle agisse ainsi. Ce n'est rien, je vais bien. Je comprends, elle s'inquiète. Elle veut juste que tout soit stable et sécurisé pour toi, dis-je en essayant de trouver les mots justes. Mais à l'intérieur, j'avais déjà pris ma décision. Je ne dirai à personne pour mes 3 appartements, du moins pas pour l'instant. C'est sûr, j'ai bien fait de me taire au bon moment, pensais-je. C'est ainsi que commença notre vie de couple. Et avec elle, une série d'événements qui, comme je l'ai découvert plus tard, n'étaient que le prélude à une grande tragédie familiale. Car ma belle-mère n'était pas prête à se rendre. Elle voulait contrôler notre famille, nos finances, tout ce qui se passait dans notre maison. Son attitude envers moi changeait constamment. Parfois, elle devenait charmante, m'offrait des fleurs, m'invitait à des dîners familiaux, et puis, sans raison apparente, elle me tombait dessus avec des reproches, critiquant chaque petit détail. Pour raconter toute cette histoire en détail, et sachant qu'il y a encore beaucoup à dire, il faut d'abord souligner que chaque événement de notre vie de famille était teinté d'émotions vives, comme si nous vivions dans un feuilleton sans fin. Et comme dans tout feuilleton, la question centrale tournait autour des secrets, des mystères et des conflits. Et, comme il s'est avéré, mes secrets étaient assez importants, ces fameux appartements hérités de ma grand-mère. Mais allons-y dans l'ordre. Ma vie était assez ordinaire avant de rencontrer Nathan. Je suis né dans une famille d'ingénieurs. Mon père était électricien, ma mère ingénieure. Ils travaillaient dans la même usine, vivaient modestement mais confortablement. J'ai fini l'école, puis je suis allé à l'université en faculté d'économie. En parallèle, je travaillais dans une petite boutique de vêtements pour ne pas être une charge pour mes parents. On m'a toujours traité de manière assez démocratique, surtout ma grand-mère, qui m'a inculqué l'indépendance et la conviction que je pouvais accomplir tout ce que je voulais. Ma grand-mère était une femme exceptionnelle. Pendant les périodes de difficultés économiques, elle et mon grand-père s'étaient lancés dans des affaires parallèles, cousaient des vêtements à la demande, échangeaient des produits rares. Cela rapportait de l'argent, bien que cela puisse entraîner des problèmes sérieux. Lorsque la situation économique s'est améliorée, ma grand-mère s'est lancée dans le commerce. Petit à petit, elle a acquis plusieurs appartements à bas prix, qu'elle louait, vendait, puis achetait à nouveau. Elle avait un véritable instinct pour l'immobilier, et elle a eu de la chance. Avant de mourir, elle a décidé de rédiger un testament, mais l'a fait en cachette. Mes parents n'approuvaient pas vraiment les méthodes de gain douteuses de ma grand-mère, donc leur relation était plutôt froide. Mais ma grand-mère m'aimait et savait que je pouvais être honnête avec elle. Elle m'a demandé de venir chez le notaire une semaine avant sa mort, sachant qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Là, j'ai signé des papiers, devenant propriétaire de 3 appartements. Dans le testament, il était précisé que je ne pouvais les utiliser qu'après sa mort. Lorsque ma grand-mère est décédée, j'ai respecté toutes les formalités juridiques pour hériter. Mais je n'ai rien dit à personne, car il n'y avait pas de raison. Mes parents pensaient que ces appartements avaient été vendus ou appartenaient à quelqu'un d'autre. Ma grand-mère avait probablement voulu éviter les disputes, les partages et les scandales. Pour ma part, je trouvais qu'elle avait bien fait. Elle me les avait laissés, car elle savait que je saurais en faire bon usage sans en faire un sujet de conflits familiaux permanent. Cependant, cette vérité ne devait être mise à l'épreuve qu'au moment où je me suis marié. Ma grand-mère était une femme perspicace, elle m'avait mise en garde contre le fait qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un héritage que des membres de la famille du conjoint avide. À l'époque, j'avais ri, pensant que c'était une exagération de sa part. Qui pourrait être avide, pensais-je, les gens sont bons, tout le monde comprend que c'est à moi. Mais maintenant, en voyant Margaret, je commençais à comprendre que ma grand-mère avait raison. J'ai rencontré Nathan en 2e année d'université. Il était doctorant en physique, passionné par son travail. Grand, bien musclé, même si, en tant que physicien théoricien, il me paraissait presque héroïque. Nous sommes devenus amis, puis nous avons commencé à sortir ensemble. Il était incroyablement tendre, attentionné, et plaisantait sans cesse en disant que j'étais sa source d'inspiration.
je voyais la façon dont il traitait sa mère, avec un respect profond, car son père était militaire, souvent absent, et sa mère s'occupait seule de lui, l'aidant à se préparer pour ses études. Nathan la considérait presque comme une sainte. Bref, je comprenais que Margaret était la personne la plus importante dans sa vie. Mais je n'avais pas réalisé à quel point elle contrôlerait sa vie. Nous avons fréquenté Nathan longtemps avant de décider de nous marier. Déjà à l'époque, ma belle-mère essayait de prendre part à notre mariage, dictant la façon dont je devais me coiffer, quelles fleurs choisir, ou commander le gâteau. Je résistais, défendant ma propre vision. Finalement, le mariage a été grandiose, mais l'ombre du contrôle de ma belle-mère flottait dessus. Je ne voulais pas me disputer, car je pensais que l'essentiel était l'amour et la compréhension mutuelle avec Nathan. Après le mariage, nous avons décidé de vivre dans l'appartement que ses parents nous avaient donné. Ou plutôt, un appartement que son père avait acheté et qui était à son nom. C'était un bel appartement de 2 pièces, récemment rénové, et nous y vivions confortablement. Mais je me sentais toujours un peu étrangère, car les clés appartenaient aussi à ses parents. Et ma belle-mère venait souvent sans prévenir, prétextant qu'elle voulait simplement apporter des pâtisseries ou arroser les plantes. Je faisais de mon mieux pour ne pas réagir, mais dans mon cœur, je rêvais de notre propre espace, totalement à nous, où nous serions les maîtres. Cependant, je ne voulais pas précipiter les choses. Après tout, j'avais mes options, les appartements de ma grand-mère. Mais si je lui avais dit un jour, tu sais, Nathan, vivons plutôt dans un de mes appartements, je ne te les ai pas montrés, mais je les ai, cela aurait suscité 1000 questions. De plus, je n'étais pas sûr de sa réaction. Que ferait-il si je lui avouais cela? Et puis il y avait toujours sa mère, qui pourrait commencer à manigancer, voyant que j'avais un moyen de sortir de son influence. Donc, pour l'instant, j'ai préféré garder le silence. Et puis il y a eu cette visite du notaire, une semaine après le mariage. Mon secret faillit être découvert, mais heureusement, j'ai réussi à ne rien dire de trop. Nathan, lui, prit tout ça avec calme et dit qu'il ne voulait pas de contrat de mariage. Nous nous aimons, et je ne compte pas divorcer pour me soucier du partage des biens. Il plaisanta même à ce sujet, en ajoutant « Si maman s'inquiète tant, qu'elle signe un contrat de mariage avec son mari. » Nous avons ri ensemble, et puis avons décidé de vivre notre vie comme avant, en essayant de ne pas prêter attention aux caprices de ma belle-mère. Mais elle n'abandonnait pas. Peu de temps après, elle commença à venir de plus en plus souvent chez nous, critiquant les petits détails, « Pourquoi avez-vous des assiettes sales dans l'évier, où étiez-vous jusqu'à minuit ?» et ainsi de suite. Je faisais de mon mieux pour être courtoise, mais parfois, je ne pouvais plus m'empêcher de réagir. Nathan ressentait cette tension et essayait d'apaiser les choses autant qu'il le pouvait. Mais un incident marqua un tournant. Un jour, alors que Nathan était au travail, ma belle-mère arriva sans prévenir. J'étais à la maison, en train d'étudier des documents pour ma formation complémentaire. J'avais trouvé un travail dans une société de conseil, mais un entraînement supplémentaire était nécessaire. Elle entra, regarda autour d'elle, s'assit à la cuisine et me fixa intensément. « Victoria, tu sais bien qu'avec un seul salaire de Nathan, vous ne pourrez pas vous en sortir, n'est-ce pas ?»« Eh bien, pourquoi pas ?» répondis-je en détournant le regard de mon ordinateur. « J'ai aussi un travail, je gagne un salaire, certes pas très élevé pour l'instant, mais ça pourrait augmenter avec le temps. » Elle secoua la tête. « Mais tu suis des études, n'est-ce pas ? » En complément. « Et ce n'est pas garanti que tu vas gagner beaucoup d'argent tout de suite. Et puis, la gestion du foyer, il faut s'en occuper. Il faut penser à l'avenir, aux enfants, tout ça. » Je pensais qu'on s'en sortirait, tentai-je de lui répondre, « Pour l'instant, nous sommes à 2, et l'argent qu'on gagne suffit. Si besoin, mes parents peuvent nous aider. Ils sont prêts à nous soutenir. » « Tes parents ?» demanda-t-elle en haussant les sourcils, visiblement surprise par ma réponse. « Eh bien, peut-être qu'ils vous aideront. Mais ils ne sont pas vraiment riches, n'est-ce pas ? » Je me tus. Mes parents n'étaient effectivement pas riches comparés au père de Nathan, qui avait un grade militaire et une pension confortable, ainsi que quelques économies. Mais je ne voulais pas être d'accord avec elle, pour ne pas lui donner l'occasion de me faire des reproches hautains. « Margaret » m'adressai-je à elle, utilisant involontairement ce prénom. Elle insistait toujours pour que je l'appelle ainsi. « Après tout, je suis ta deuxième maman. On en parlera quand le moment viendra, d'accord ? Ne t'inquiète pas trop. » « Ah, comme tout est simple pour vous, les jeunes, soupira-t-elle, en attirant la tasse de thé que je lui avais versée, vous comprenez,
il ne faut pas laisser les choses aller toutes seules. Il faut tout planifier. Regarde, par exemple, cet appartement, elle balaya la pièce d'un geste de la main, oui, il est au nom de mon mari. Mais tôt ou tard, il passera à Nathan. Et en cas de divorce? Attendez, pourquoi immédiatement un divorce, m'écriai-je, ne pouvant me retenir. On vient juste de se marier. Je ne veux rien dire de mal, mais la vie est imprévisible. Tout peut arriver. Vous avez des finances, des biens immobiliers? Non, d'où cela viendrait-il, dis-je en haussant les épaules, j'ai à peine 23 ans, je viens juste de commencer à travailler. Oui, bien sûr. Et si ta grand-mère t'avait laissé quelque chose? J'ai entendu dire qu'elle était plutôt fortunée. Je sentis un frisson glacial parcourir mon dos. Les mots « quelque chose laissé » résonnèrent comme si elle essayait de me pousser à avouer. Je fermai mon ordinateur portable et la regardai droit dans les yeux. Ma grand-mère nous a laissé des souvenirs chaleureux et quelques objets familiaux. Des meubles, des vêtements. Rien de plus, dis-je calmement mais fermement. Je vois, dit-elle, d'un ton qui laissait entendre qu'elle n'était pas convaincue, je pensais pourtant. Tu sais, tout le monde disait que ta grand-mère était une femme astucieuse. Elle a sûrement mis quelque chose de côté. Si elle l'a fait, personne ne le sait, mentis-je avec un visage impassible. Elle me scrutait attentivement, comme si elle espérait voir un tremblement dans ma voix ou un regard qui trahirait ma fausse déclaration. Mais j'étais bien préparé à répondre à ce genre de questions. Eh bien, comme tu veux, finit-elle par dire, se levant de la table, alors dis à Nathan que je suis passé, qu'il me rappelle. Lorsqu'elle partit, je soupirai de soulagement. Une fois de plus, je compris que lui parler de mes appartements, c'était lui donner un levier pour des intrusions constantes. Quelques semaines passèrent, et la vie reprit son cours. J'allais au travail, on me confiait des tâches simples dans l'agence de conseil où je travaillais, j'apprenais et essayais de faire bonne impression. Nathan travaillait à l'université, donnait des cours et écrivait des articles scientifiques. Nous nous voyions principalement le soir, fatigués mais heureux. Tout allait bien, sauf que ma belle-mère continuait à apparaître de temps en temps de manière imprévisible et à faire des vérifications. Cependant, Nathan restait de mon côté, disant que nous gérerions les choses à notre manière et que sa mère devait respecter nos limites. Un soir, nous dînions et avons décidé de parler de l'avenir. Nathan, écoute, que penses-tu de l'idée de louer un appartement séparé, commençai-je prudemment. Mais on vit déjà dans notre appartement, pourquoi payer pour une location, s'étonna-t-il. C'est à cause de ma mère? Pas seulement à cause d'elle. J'ai juste envie d'indépendance. J'aimerais qu'on ait un espace à nous, sans que ton père s'en sente responsable. Je comprends, réfléchit Nathan, en tournant une fourchette dans ses mains, mais imagine, louer quelque chose de correct, ça coûte au moins 2500 à 3000 € par mois. Et si on veut un bon endroit, ça va être encore plus. Ça pourrait nous ruiner, avec nos salaires. Ou il faudrait prendre un prêt immobilier, mais on n'a pas assez d'apport pour ça. Et si je trouvais de l'argent ou un bien immobilier, échappai-je. Toi, demanda-t-il en souriant, comment? Tu as gagné à la loterie? Ou tu vas demander à tes parents? Eh bien, répondis-je, réalisant que je ne pouvais pas lui dire la vérité tout de suite, de peur de tout gâcher, je m'amusais juste à imaginer. Si de l'argent venait à apparaître, tu voudrais déménager? Oui, je crois que je voudrais. Je comprends que tu n'aies pas envie d'être constamment surveillé. Mais ce n'est qu'un rêve pour l'instant. Il faut du temps pour devenir riche. Je hochai la tête et me tus. Je pensais, et si je lui parlais de l'héritage de ma grand-mère, lui montrer un des appartements, lui dire que je viens juste de les hériter? Peut-être que je devrais être honnête? Mais je me rappelais comment il croyait en l'image totalement positive de sa mère. Et ces questions suspectes de sa part, ses visites, ses tentatives de tout contrôler. J'ai décidé d'attendre encore un peu, pour créer l'intrigue car dans les drames familiaux, l'intrigue est toujours essentielle. Un autre personnage fit son apparition, ma cousine Elisabeth. Elle avait 27 ans, avait déjà connu un mariage raté et vivait maintenant seule, travaillant dans une grande entreprise de design d'intérieur. Un jour, Elisabeth m'appela. Victoria, salut. On se voit? Je serai dans ton quartier pour un projet, je viendrai prendre le thé chez toi. Bien sûr, viens, répondis-je joyeusement. J'avais envie de parler à quelqu'un. Je n'avais pas tout dit à ma cousine non plus, mais elle n'était pas obsédée par moi comme ma belle-mère.
Elisabeth arriva le soir. Nous buvions du thé dans la cuisine. Elle observait notre petit mais cosy intérieur et me posait des questions sur ma vie après le mariage. J'essayais de répondre par des banalités. Puis, je ne pus plus me retenir. Dis-moi, j'ai une question. Que penses-tu, si une femme a quelque chose de personnel, doit-elle absolument le dire à son mari, demandai-je de manière indéfinie. Elisabeth ricana. Ça dépend. Si c'est un ours en peluche de l'enfance, ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est quelque chose de gros, comme un bien immobilier ou une grosse somme d'argent, tu sais, dans un mariage, il vaut mieux être honnête, sinon ça peut causer des scandales. Et si j'ai peur qu'il en parle à sa mère, précisai-je. Ma cousine éclata de rire. Ah, voilà le problème. C'est à cause de ta belle-mère? Ça arrive. Écoute, si tu veux garder un secret pour ta belle-mère mais ne pas perdre la confiance de ton mari, c'est un sacré défi. Peut-être qu'il faut en parler à Nathan, lui dire que tu possèdes quelque chose, mais lui demander de ne rien dire. Tu penses que ça va marcher? Ça dépend de son niveau de loyauté envers toi et non envers sa mère. C'est à toi de voir. Et toi, tu as vraiment quelque chose? Oh, rien de spécial, répondis-je en évitant la question, un prêt pour un garage, ajoutai-je au hasard, pour ne pas sembler trop suspecte. Elisabeth secoua la tête, mais ne posa plus de questions. Lorsqu'Elisabeth partit, je réfléchis longuement à ces mots. Lui parler à Nathan mais lui demander de ne rien dire à sa mère signifiait le mettre dans une position où il devrait cacher quelque chose de très important à sa mère. Et avec le caractère de Margaret, il pourrait se retrouver entre deux feux. D'un côté, sa femme lui demande de se taire, de l'autre, sa mère exige des explications. Non, je vais attendre encore un peu. Toute cette tension autour des biens a commencé à influencer notre relation. Nathan était souvent pensif et venait à la maison avec un air sombre. Un soir, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Nathan, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air de me cacher quelque chose. » « Il y a quelque chose, avoua-t-il, et je frissonnai, pensant qu'il savait peut-être déjà tout sur mes appartements. Tu vois, maman me demande constamment de te convaincre de signer le contrat de mariage. Elle m'appelle tous les jours en me disant que ce sera mieux. Mais je suis fatigué de lui expliquer que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi elle n'arrête pas, m'écriai-je, soulagé. Ce n'était pas sur le secret, dis-lui qu'on ne va pas divorcer. J'essaie. Mais elle pense que comme tu n'as pas de famille riche, tu pourrais revendiquer tout ce qu'on a en cas de divorce. C'est absurde, m'indignai-je, je n'ai besoin de rien. Je sais. Mais elle pense que tu dois être protégé, ainsi que notre famille. Peut-être que je devrais quand même signer, proposai-je soudainement, me souvenant du point du contrat concernant la déclaration de la propriété. Non, secoua la tête Nathan, je ne veux pas. Ça me déplaît. Et si ça pouvait un peu apaiser ta mère? Ça ne la calmera pas. Elle trouvera toujours quelque chose de nouveau. Nous nous sommes pris dans les bras. Je sentais à quel point cela lui pesait. Il m'aimait, mais il ne voulait pas entrer en conflit avec sa mère. Moi, je me débattais, faut-il garder le secret ou non? Peut-être que si je ne dévoilais rien, je pourrais signer ce contrat et indiquer que je n'ai rien d'important. Comme ça, ma belle-mère se tairait. Mais au fond de moi, je résistais. Et si, plus tard, cette information fuyait, me traitera-t-on de menteuse? Je ne savais pas quoi faire. Il s'était écoulé environ 2 mois depuis notre mariage. Ma belle-mère, fatiguée de nous mettre la pression directement, décida de prendre une approche détournée. Elle commença à tisser des intrigues à l'intérieur de sa propre famille et à impliquer le père de Nathan et d'autres membres de la famille. Des dîners commencèrent à se tenir, où tante et cousine étaient invitées, et tous commençaient à faire des sous-entendus, comme s'il fallait penser au bien commun plutôt qu'au désir personnel des jeunes. Lors d'un de ces dîners, je me suis retrouvé confronté à une série de regards perçants, comme s'ils voulaient me percer à jour. Et ma tante Irene, assise en face de moi, posait des questions étranges. « Victoria, tu as bien fini tes études en économie, non? Dans notre famille, on est tous techniciens, et toi, tu es une humaniste. » « Oui, j'ai un diplôme en économie, répondis-je en hochant la tête, sachant que l'économie n'était pas exactement une science humaine, mais je n'ai pas voulu argumenter. Donc, tu t'y connais en finance? Cette profession ne va pas disparaître, j'imagine? Sa voix était pleine de sous-entendus. J'espère que non.
Et tu n'as jamais pensé à utiliser tes connaissances pour augmenter les revenus de la famille? Par exemple, en investissant dans l'immobilier? Je faillis m'étouffer avec ma salade en entendant le mot « immobilier ». Est-ce que ma belle-mère aurait déjà partagé ses soupçons avec ma tante à propos de mes appartements, me suis-je demandé. Je pris une grande inspiration et répondis calmement. Eh bien, je n'ai pas d'énormes sommes d'argent pour me lancer dans l'immobilier pour l'instant. Et puis, nous venons juste de nous marier, donc les finances sont assez limitées. Je vois, répondit ma tante Irene, sournoisement, mais peut-être que ta grand-mère avait des économies de côté. On dit qu'elle était assez entreprenante. Peut-être, intervint ma belle-mère, mais Victoria affirme qu'elle n'a rien hérité. Je fis comme si je n'avais pas remarqué le ton venimeux. Au contraire, je souris le plus aimablement possible. Oh, si seulement. J'investirais dans des actions ou achèterais un petit appartement à louer. Mais, hélas, tout ça reste un rêve pour l'instant. Nathan était assis à côté de moi, l'air de plus en plus sombre. Il était visiblement mal à l'aise que sa famille me fasse ainsi des interrogatoires. Au bout d'un moment, il ne put plus supporter cela. Changeons de sujet, s'il vous plaît. Les discussions sans fin sur l'argent et l'héritage de ma grand-mère commencent à être pénibles. Victoria est ma femme, et si elle n'a rien, alors cessez de la questionner. Et si elle en a, on le saurait déjà. C'est fini. Un silence tendu s'installa dans le salon. Margaret fit semblant d'être vexée. Les autres membres de la famille commencèrent à murmurer. Je sentais que j'étais devenu la mouton noir de toute cette famille. Mais au fond, j'éprouvais une certaine satisfaction. Nathan m'avait défendu. Cependant, ces petites victoires ne gagnaient pas encore la guerre. Ma belle-mère décida de redoubler d'efforts et mit en place une véritable stratégie. Voici comment cela se passa. Un de mes appartements se trouvait dans un quartier très huppé de la ville. Les autres étaient plutôt ordinaires. Mais celui-là, ma grand-mère l'avait acheté à un prix avantageux et l'avait fait rénover de façon très coûteuse. Je le louais soigneusement, choisissant des locataires respectables et signant des contrats officiels. Puis arriva le moment où ma locataire m'informa qu'elle devait partir, sa situation avait changé et elle ne pouvait plus se permettre de payer un loyer aussi élevé. Il fallait trouver de nouveaux locataires. J'avais décidé de m'en occuper discrètement. J'ai contacté l'agent immobilier avec qui ma grand-mère avait l'habitude de travailler. Il commença à chercher de bons candidats pour moi. Et là, un hasard ou un coup monté, je n'ai jamais su. Ma belle-mère et son mari commencèrent à dire qu'ils cherchaient un appartement plus grand. Ils avaient un peu d'économie et pensaient à améliorer leurs conditions de logement. J'écoutais cela en silence, essayant de ne pas laisser paraître que moi aussi j'avais un appartement vide en ce moment. Et soudain, Nathan dit. Oui, maman, il y a de bons appartements neufs du côté de Madison Avenue. J'ai vu une annonce. Peut-être qu'on pourrait chercher là-bas? Madison Avenue? Mais c'est un quartier très cher, s'exclama ma belle-mère. Oui, mais c'est un bon endroit. Puisque vous voulez vous agrandir. Je me tendis, c'était justement dans ce quartier que se trouvait un de mes appartements. Tant mieux, tant qu'il ne tombe pas sur une annonce où mes coordonnées sont indiquées, pensais-je. Malheureusement, j'avais naïvement cru que l'agent immobilier ne montrerait pas mon appartement à quelqu'un que je connaissais. Mais nous vivons tous dans la même ville et parfois les choses se croisent de manière inattendue. Et ça arriva, l'agent envoya un lien vers une photo de l'appartement à mes potentiels locataires, où on voyait un superbe salon avec une grande fenêtre donnant sur le parc. La personne montra sûrement cette photo à ma belle-mère. Dans notre drame familial, de telles choses sont possibles via des connaissances communes, en disant qu'il y avait un bon appartement à louer. Ma belle-mère reconnut la décoration, surtout les meubles, et surtout, l'adresse, car on racontait que ma grand-mère vivait sur Madison Avenue. Cela la fit tiquer, mais au début elle n'en était pas totalement certaine. Pour en avoir le cœur net, Margaret demanda à cette connaissance de s'inscrire pour visiter l'appartement et d'y aller avec elle. Quand elles arrivèrent à la visite, l'agent les accueillit et les conduisit à l'appartement. Ma belle-mère, en jetant un coup d'œil, reconnut de nombreux détails familiers. Les meubles, quelques photos de famille sur les murs que je n'avais pas eu le temps de retirer. Elle parcourut les pièces et sentit instantanément qu'elle était dans un lieu empreint de secret. Lorsqu'elles sortirent dans le hall, elle posa la question directe à l'agent. « Dites-moi, à qui appartient cet appartement ? » « Je représente les intérêts de la propriétaire, » répondit l'agent, évasif, ne voulant pas dévoiler de nom. « Nous le louons officiellement. »
Mais ma belle-mère n'était pas du genre à se laisser faire. Elle décida de découvrir la vérité. Peut-être qu'elle lui offrit un petit bonus ou le convainquit d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, l'agent finit par se laisser aller à dire que l'appartement appartenait à une jeune femme du nom de Victoria, qu'elle l'avait hérité de sa grand-mère. Cela devint une véritable révélation pour Margaret. Elle comprit que Victoria, c'était moi. Bien sûr, l'agent m'appela ensuite pour me prévenir. Victoria, des gens sont venus, une femme m'a posé des questions sur le propriétaire. Je n'ai pas donné toutes les infos, mais elle a compris que c'était ton appartement. Prépare-toi, il pourrait y avoir des questions. Je sentis la terre se dérober sous mes pieds. Voilà, c'est découvert, pensais-je, maintenant, ma belle-mère saura que j'ai menti, que j'ai un appartement. Et pas juste un, elle va sûrement suspecter qu'il y en a plusieurs. Le soir, quand Nathan rentra du travail, je me trouvais dans la cuisine, angoissé. Il allait falloir lui dire, sinon ma belle-mère risquait de sortir cela de la pire manière. Il valait mieux que Nathan l'apprenne de ma bouche. Nathan, il faut que je te parle, commençai-je, je n'ai pas osé le dire plus tôt, mais il n'y a plus de raison de cacher ça. J'ai un appartement. En fait, 3. Je les ai hérités de ma grand-mère. Il s'arrêta, lâcha sa tasse. 3, demanda-t-il, visiblement incrédule, comme s'il pensait que je plaisantais. Oui, 3. Ma grand-mère était dans l'immobilier, et quand elle est morte, tout cela m'a été légué. Je n'en ai pas parlé parce que je craignais que ta mère fasse un problème de tout ça. Eh bien, dit-il après quelques minutes de réflexion, comment ça se fait que tu ne m'aies pas dit ça tout de suite? Je sentis les larmes me monter à la gorge. Je ne voulais pas que tu sois fâché. Désolé, je pensais que tu comprendrais, mais j'avais peur de la réaction de ta mère. Tu sais comment elle est. Je ne voulais pas qu'elle s'en mêle, qu'elle essaie de faire tout changer ou qu'elle essaie de tout contrôler. Je pensais que c'était mieux de ne rien dire. Je voulais qu'on reste ensemble pour qui on est, et pas pour l'argent. Nathan se tut, me regarda. Puis il se leva et m'enlaça très fort. Tu es bête, Victoria, dit-il enfin, avec un sourire apaisé, mais tu es ma bête, ma chérie. Bien sûr, ça me dérange que tu aies caché tout ça, mais je comprends pourquoi. Tu avais raison sur ta mère. Elle a sûrement tout découvert, c'est pour ça que tu veux me le dire maintenant. Je hochai la tête et racontai l'histoire avec l'agent immobilier. Je comprends, soupira Nathan, bon, considère ça comme pardonné, mais pas plus de secrets, d'accord? Promis, dis-je en essuyant mes larmes. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ces appartements? Les louer. L'argent, ça ne se refuse pas. Et peut-être qu'on vendra un pour acheter notre propre logement. Mais ça, on en discutera. Ah, dit Nathan en se rasseyant, en se massant le front, et ta mère? Elle va sûrement faire une scène. Sans doute, mais on y fera face ensemble. Il sourit. Ensemble, on peut tout affronter. À ce moment-là, j'ai compris que je l'aimais encore plus qu'avant, et que ma décision de cacher l'héritage était peut-être une erreur, mais au moins maintenant nous étions unis face aux pressions extérieures. Nos relations s'étaient renforcées, du moins pour ce soir-là. Cependant, ma belle-mère ne serait pas une belle-mère de drame familial si elle se calmait aussi facilement. Le lendemain, elle appela Nathan et exigea que nous venions chez eux. Elle dit qu'elle avait une conversation importante à avoir. Nous savions déjà que cette conversation importante serait probablement un sermon et peut-être des reproches à mon égard, mais nous avons décidé d'y aller pour mettre les choses au clair. Lorsque nous sommes arrivés, Margaret était assise dans le salon, entourée de son mari et de la tante Irene, celle-là même. Il semblait que toute la famille se réunissait. Nous avons salué tout le monde. J'ai essayé de garder mon calme, bien que j'étais tendu à l'intérieur. Margaret me lança un regard acéré et commença. Victoria, nous avons appris que tu possèdes 3 appartements, dit-elle, comme une inquisitrice qui dévoile des crimes, et que tu nous as caché ça. Oui, j'en ai, répondis-je calmement, et qu'est-ce que ça change? C'est un héritage, un bien personnel, acquis avant notre mariage. Mais pourquoi as-tu menti, s'indigna la tante Irene, on t'a demandé plusieurs fois, et tu as dit qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas menti, je ne pensais tout simplement pas que cela vous concerne, répondis-je. C'est mes affaires personnelles, et je n'étais pas obligé de rendre des comptes. Mais maintenant tout est clair, intervint mon beau-père, essayant de parler plus doucement, Victoria,
Comprends-tu, nous sommes une famille, et il est préférable de discuter de ces choses ouvertement. Quand j'ai vu à quel point vous vous intéressiez agressivement à ce que j'ai, ainsi qu'à ce que mes parents possèdent, j'ai décidé qu'il valait mieux garder le silence, avouai-je. Oui, c'est ma faute, mais ce n'était pas si grave. Pas grave, s'écria Margaret, tu comprends que cela jette une ombre sur toute la famille. Que maintenant les gens vont penser que tu nous as trompés, que nous sommes intéressés uniquement par l'argent. Maman, intervint Nathan en se levant, et qui sont ces gens? Et que vont-ils penser? Ce sont nos affaires à Victoria et à moi, qu'est-ce que cela a à voir avec l'opinion des autres? Non, mon fils, ce ne sont pas que vos affaires. Tu es marié, et maintenant nous formons tous une famille. Je n'aime pas que ta femme nous ait caché 3 appartements. Peut-être qu'il y a d'autres choses à cacher. Peut-être qu'elle ne veut même pas avoir d'enfants, et qu'elle a juste voulu tirer profit de notre famille. C'était tellement blessant que je sentis la colère monter en moi. C'est scandaleux, m'exclamai-je, quelle bêtise. Maman, arrête, dit Nathan en haussant la voix, ça suffit. Oui, Victoria a des appartements. Et alors? C'est une bonne chose. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous réjouir qu'une personne avec du capital soit entrée dans notre famille? Pourquoi des soupçons immédiats? Parce qu'elle a tout caché, continua Margaret, et ça veut dire qu'elle ne nous fait pas confiance, donc il y a un risque qu'elle fasse d'autres choses dans notre dos. Peut-être que vous lui montrez vous-même qu'il est impossible de vous faire confiance, intervint soudainement mon beau-père, ce qui fit taire tout le monde. Il regarda sa femme sérieusement. Margaret, tu fais pression. Depuis le début, tu t'immisces dans leur relation avec tes notaires et tes contrats. Voilà pourquoi elle est restée silencieuse. Donc, tu es de son côté, s'indigna Margaret. Je suis du côté du bon sens, répondit mon beau-père, Victoria a certes agi de façon douteuse, mais je la comprends. Elle avait peur que tu commences à lui dire comment gérer ses appartements. C'est exactement ce que tu veux, non? Margaret se tut. On pouvait voir sur son visage qu'elle voulait effectivement ça. Insister pour qu'elle utilise ses appartements de manière correcte, peut-être les vendre et investir dans quelque chose qui lui serait plus bénéfique. Mais moi, Victoria, je ne lui donnais pas cette opportunité. Écoutez, dis-je en essayant de garder mon calme, je n'ai pas l'intention de nuire à cette famille. J'aime Nathan. Ces appartements m'ont été légués par ma grand-mère, et c'est mon droit de décider comment je les utilise. Nous en discuterons avec Nathan et déciderons ce qu'on va faire. Peut-être qu'un jour nous choisirons d'acheter une maison où nous pourrions y vivre, proposa Nathan, pourquoi pas? Comme jeune couple. Bien sûr, répondis-je, nous pourrions y vivre ou les louer, nous déciderons ensemble. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que tout soit en règle. Mais ça restera à moi, si jamais. Je ne vais pas le céder. Désolé, mais c'est ma décision. Mais si vous achetez un logement, si vous investissez l'argent de ta grand-mère dans une nouvelle acquisition, ce sera un bien commun, ajouta Margaret, en montrant ses connaissances juridiques, donc Nathan y aura droit aussi. Et alors, haussai-je les épaules, je suis prête à partager avec mon mari, il est mon époux. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous ne vous immisciez pas et que vous ne nous disiez pas ce qu'on doit faire. Tante Irene secoua la tête. La jeunesse est devenue tellement indépendante de nos jours. Oui, et c'est ce qu'on apprécie, acquiesça mon beau-père. Il y eut une pause tendue pendant quelques secondes. Puis Margaret soupira, comme si elle capitulait, et dit « Bon, je ne vais plus m'opposer. Mais vous devez comprendre que dans notre famille, tout a toujours été discuté ouvertement. Je n'aimerais pas qu'à l'avenir, à cause de ces appartements secrets, il y ait des disputes. Nous gérons ça, répondit Nathan, merci de t'inquiéter. » La conversation s'arrêta là. Nous sommes partis de chez eux. J'ai remarqué que Margaret me regardait avec une certaine méfiance dans les yeux, mais il semblait qu'elle devait accepter ce fait, je ne danserai pas au rythme de ses exigences. Elle ne cessera pas de vouloir nous contrôler. La vie, cependant, continua. Ma carrière dans l'agence de conseil décolla, on me confia des projets plus intéressants, et je commençais à bien gagner ma vie. Nathan gagnait une somme correcte à l'université, mais parfois il prenait des consultations privées. Nous avions suffisamment d'argent. En revanche, nous avions une nouvelle opportunité puisque j'avais déjà révélé que j'avais des appartements, nous pouvions maintenant emménager dans l'un d'eux et vivre indépendamment, sans dépendre de l'appartement de ses parents. Nous avons choisi celui qui était plus spacieux,
mais pas dans un quartier huppé, pour ne pas attirer les soupçons et les discussions sur le fait que nous vivions comme des riches. Nous avons fait quelques réparations mineures, avons vécu un moment chez les parents de Nathan, puis chez les miens, et enfin avons emménagé dans notre nouveau chez nous. Pour moi, c'était une vraie fête. Enfin, me sentir comme la maîtresse des lieux, sans attendre ma belle-mère avec ses clés à la porte. Et Nathan était heureux aussi. Bien que, bien sûr, une question soit restée dans son esprit: pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? J'ai essayé d'expliquer que c'était à cause de sa mère. Il comprenait, mais il y avait encore un petit ressentiment au fond de lui. Quant à Margaret, elle était clairement en colère. Elle m'a appelé plusieurs fois, demandant quand je pourrais lui montrer notre nouveau logement. Ça m'intéresse, tu sais. J'essayais de m'en sortir. Oh, le chantier n'est pas terminé, Nathan est occupé. Mais Nathan insista pour qu'un jour, nous l'invitons chez nous. Il pensait que se cacher n'était pas une solution, et qu'il fallait tenter de rétablir des relations plus ou moins pacifiques. Et donc, ce jour arriva. Margaret vint nous rendre visite, regarda autour d'elle et commença, bien sûr, par des reproches. Eh bien, oui, l'appartement est spacieux, Victoria. Mais pourquoi autant de luxe? Je vois que les meubles sont chers. Les meubles étaient déjà là. Avant, ma grand-mère vivait ici, elle aimait les choses de qualité, répondis-je, en restant fidèle à la vérité. Et les charges, elles sont sans doute énormes. Vous allez y arriver? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Nous travaillons tous les deux, intervint Nathan. Et as-tu pensé, Victoria, que si vous avez des enfants, ça ne sera peut-être pas pratique ici? Peut-être qu'il faudrait réaménager l'espace. Je n'avais rien entendu de ce genre avant. Je voyais Nathan rouler des yeux. Il n'aimait pas quand sa mère s'invitait dans les détails. J'essayais de répondre calmement. L'espace est parfait comme il est. Si nous voulons une chambre d'enfant, on aménagera la pièce d'à accent grave côté. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Je vois. Donc vous allez attendre? Je compris que parler d'enfant était juste une autre façon de mettre la pression. Margaret pensait qu'une fois un enfant dans la famille, elle pourrait dicter la manière de l'élever, et intervenir à nouveau. Mais avec Nathan, nous avions décidé de ne pas nous précipiter cette année. Nous déciderons nous-mêmes quand devenir parents, répondit Nathan fermement. Passons à autre chose, voulez-vous? Un thé? Margaret serra les lèvres mais tenta de se retenir. D'accord, cher. Je suis venu avec de bonnes intentions. Je voulais vous apporter quelques trucs pour la maison, une nappe, des rideaux, mais j'ai pensé que vous aviez sûrement déjà tout acheté. Nathan sourit. Merci, maman, mais on a tout ce qu'il nous faut. Elle avait probablement compris que c'était un refus subtil d'accepter ses affaires et, par conséquent, sa présence discrète dans notre maison. Une demi-heure plus tard, ma belle-mère se leva et partit, n'ayant pas trouvé de prétexte pour critiquer notre appartement. Je soufflai enfin de soulagement. Le temps passa et ma relation avec Nathan était dans l'ensemble bonne. Parfois, il me taquinait. Alors, millionnaire, combien as-tu gagné avec la location aujourd'hui? Et il riait. Je souriais et répondais. Et toi, combien d'articles scientifiques as-tu publiés? C'étaient des plaisanteries sympathiques qui montraient que nous nous entendions bien. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Il s'avéra que ma belle-mère voulait m'impliquer dans leur entreprise familiale. En effet, après sa retraite, le père de Nathan avait ouvert une petite entreprise de transport. Ils avaient des camions et se chargeaient des livraisons. Ma belle-mère l'aidait avec la comptabilité et voulait se développer. Ils ont donc eu l'idée de chercher des investissements supplémentaires pour faire croître l'entreprise. Et bien sûr, où trouver l'argent? Chez Victoria, puisqu'elle avait 3 appartements, et donc des revenus locatifs. C'était évident pour eux. Après tout, nous étions une famille. Un jour, mon beau-père vint me voir et dit: « Écoute, Victoria, j'ai une idée. Investissons dans notre entreprise. Nous achetons un autre camion, nous embauchons des chauffeurs. Les bénéfices augmenteront, et tu auras un pourcentage des revenus. » Ça a l'air intéressant, répondis-je poliment, essayant de ne pas les offenser, mais désolé, je ne suis pas prête à investir dans le transport. Je n'y connais rien et je ne veux pas risquer mon argent sans garantie. Mais c'est notre entreprise familiale, mon beau-père leva les sourcils, et je peux te garantir que nous sommes des gens fiables. Je n'ai aucun doute sur votre fiabilité, mais les affaires sont imprévisibles.
Et puis, nous venons juste de commencer à vivre séparément, il nous faut des fonds pour nos dépenses futures, tentez-je de nuancer. Je préfère ne pas investir d'énormes sommes pour le moment. Mon beau-père, contrairement à ma belle-mère, était un homme plus calme. Il acquiesça simplement et dit. Je comprends. Mais si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Le lendemain, ma belle-mère m'appela. Victoria, qu'est-ce que c'était que cette conversation avec mon mari? Tu as refusé d'investir? Oui, j'ai refusé, confirmai-je, je ne suis pas prête à investir dans ce genre de projet. Mais on est une famille. Comment peux-tu refuser d'aider ta famille? Je ne suis pas obligé de financer chaque projet que vous proposez. Bien sûr, tu n'es pas obligé. Mais dans une famille, on se soutient. Je peux aider si quelqu'un est gravement malade ou dans une situation désespérée. Mais investir dans une entreprise qui pourrait échouer, ce n'est pas de la charité, c'est un risque. Tu ne nous fais pas confiance? Le ton de ma belle-mère devint menaçant. Je ne fais pas confiance aux projets non éprouvés. Désolé, mais c'est ma décision. Elle raccrocha. Je savais ce que cela signifiait, il y aurait une nouvelle vague de conflits. Et c'est ce qui arriva. Ma belle-mère commença à dire à tout le monde que Victoria était avare, qu'elle ne voulait pas aider sa famille, qu'elle avait de l'argent mais le gardait pour elle-même. J'entendis ces rumeurs de personnes au hasard, qui me demandaient « Pourquoi tu ne veux pas prêter de l'argent à tes proches ?» Je répondais simplement « Je ne suis pas obligé d'expliquer mes décisions financières. » Nathan était de mon côté. Il disait que c'était mon droit. Mais bien sûr, il ne pouvait pas faire taire sa mère. Nous commencions à la voir de moins en moins. Lors des événements familiaux, elle faisait semblant de ne pas me remarquer, parlait à Nathan à travers moi, comme si je n'étais pas là. Il en souffrait, mais essayait de ne pas provoquer plus de conflits. Je ne voulais pas envenimer les choses non plus. Mais au fond de moi, je savais que ça continuerait probablement de cette manière puisque ma belle-mère n'avait pas pu contrôler mes appartements et mon argent, elle continuerait à se plaindre de moi à tout le monde. Au fil du temps, la vie a mis les choses en place. L'entreprise de transport de mon beau-père a rencontré des difficultés à cause de la concurrence accrue et de problèmes juridiques. Ils ont dû puiser dans leurs économies et se sont retrouvés presque sans rien. Margaret était encore plus en colère contre moi, pensant que je pouvais les aider, mais ne l'avait pas fait. Pourtant, les faits étaient là, si j'avais investi, nous aurions aussi tout perdu. Mes doutes étaient justifiés. De notre côté, Nathan et moi avons aménagé notre appartement et commencé à faire des projets pour l'avenir. 1 an plus tard, nous avons décidé d'avoir un enfant. Je suis tombée enceinte et nous avons eu un magnifique garçon, que nous avons nommé Paul. Bien sûr, ma belle-mère était ravie de son petit-fils, elle est venue à la maternité avec des fleurs, essayant de montrer qu'il n'y avait pas de rancune. Mais dès que je suis rentré à la maison et que j'ai commencé à élever mon fils à ma manière, les conflits ont recommencé. Apparemment, tout ce que touchait ma belle-mère devenait sujet à critique, tu le nourris mal, tu l'habilles mal, tu ne le promènes pas comme il faut. Elle continuait aussi à insinuer. Et si vous nous laissiez une de vos appartements, en attendant qu'on se relève? On pourrait le louer, investir dans notre business et vous rendrons l'argent après. Maman, arrête, coupa Nathan, ce n'est pas discutable. C'est à ce moment-là que j'ai compris la pleine valeur des mots que ma grand-mère m'avait dit. Ne parle de tes appartements à personne, sauf à ton mari, jusqu'à ce que tu sois sûr de son soutien et de l'absence de pression de la part de sa famille. Si quelqu'un commence à poser des questions, tais-toi jusqu'au bout. Au final, même si ce n'était pas jusqu'au bout, j'ai réussi à garder le contrôle sur mon héritage, et donc sur ma vie. On peut dire que notre histoire s'est terminée là, mais dans les drames familiaux, tout n'est jamais vraiment fini. Le plus important, c'est que j'ai épousé Nathan, que je n'ai pas parlé de mon héritage tout de suite. Finalement, ma belle-mère a amené un notaire 1 semaine après notre mariage, mais j'ai gardé le silence et protégé mes biens de toute manipulation. Ce n'est qu'après que, poussé par la situation, j'ai tout révélé à Nathan, et il s'est mis de mon côté. Oui, nous avons traversé de nombreuses disputes, conflits et intrigues, mais le plus important est que notre amour a survécu à toutes ces épreuves. Et mon statut de belle-fille avec 3 appartements est resté mon affaire personnelle. Nous vivons notre vie, élevant notre fils. Je continue de travailler dans le conseil, Nathan à l'université. Ma belle-mère fait parfois des tentatives pour s'immiscer, mais maintenant nous agissons ensemble. Nous ne laissons personne nous dicter ce que nous devons faire, tout en essayant de respecter son rôle de mère et de grand-mère.
Quand je repense à ce jour où la sonnette a sonné et que ma belle-mère est arrivée avec un notaire, je souris. Quel bonheur d'avoir gardé le silence à ce moment-là, me dis-je parfois. Et je sais que mon instinct ne m'a pas trompé. Oui, l'honnêteté est la base du mariage, mais parfois, dans une famille avec des proches envahissants, il est préférable de d'abord s'assurer que votre partenaire est vraiment de votre côté avant de tout révéler. Maintenant, Nathan et moi n'avons plus de secret l'un pour l'autre, et c'est le plus important. Quant à Margaret? Eh bien, elle a son chemin. J'espère qu'un jour elle acceptera mon choix, et si ce n'est pas le cas, tant pis, nous avons déjà appris à vivre sans son approbation. C'est donc une histoire sur l'importance de savoir défendre ses frontières, même si ces frontières sont 3 appartements hérités d'une grand-mère attentionnée. Et parfois, le silence au bon moment peut sauver une famille de grands bouleversements. Cela semble presque paradoxal, mais c'est la vérité de ma vie. Peut-être que c'est là le véritable enseignement. Ne vous précipitez pas pour tout révéler, tant que vous n'êtes pas sûr que la personne avec qui vous partagez votre vie vous apprécie pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez. Et que sa famille ne cherchera pas à vous manipuler dès que l'occasion se présentera. Évidemment, notre chemin n'est pas encore terminé. L'éducation de notre fils, la possibilité d'un deuxième enfant, ma carrière, de nouveaux défis à surmonter. Ma belle-mère trouvera sûrement un moyen de nous nuire, car dans les drames familiaux, les intrigues continuent toujours. Mais nous avons déjà appris de notre expérience, et nous saurons maintenant comment répondre. Et si quelqu'un essaie de nouveau d'amener un notaire, je saurai quoi faire. Même si cette tentative se répète, j'ai suffisamment d'arguments et de documents en main pour que personne ne puisse toucher à mon héritage. La vie nous enseigne une chose, tout doit être formalisé et protégé, tant sur le plan moral que juridique. Alors, aucun membre de la famille avec des papiers ne pourra perturber notre tranquillité. Je regarde mon petit garçon, qui dort paisiblement dans son berceau, et je me dis qu'il grandira dans l'amour et à l'abri de toute manipulation familiale. Nathan et moi ferons tout pour qu'il soit heureux. Quant à mes appartements, peut-être qu'un jour, lorsqu'il sera plus grand, l'un d'eux sera son tremplin dans la vie. Et ce sera ma contribution à son avenir. Mais cela, c'est une autre histoire. C'est ainsi que les choses se sont passées. Le début de notre mariage a été tumultueux, plein de drames, comme dans une série familiale. Révélations, notaires, conseils familiaux, disputes d'argent et d'héritage. Cependant, nous avons tenu bon, et la morale de cette longue histoire est simple. Aimez-vous les uns les autres, faites-vous confiance, mais ne laissez jamais même vos proches franchir vos frontières personnelles. Et si vous avez un héritage, préparez-vous à ce que des gens veuillent y avoir droit. Et pourtant, si vous avez un être cher qui est de votre côté, aucun notaire ne vous fera peur. Voilà mon récit. Il n'y a pas de miracle mystique, mais il y a la logique de la vie, des sentiments humains, des intrigués, au final, un amour solide. Je termine donc mon histoire sur l'importance de savoir se taire au bon moment, et comment ce silence peut parfois se transformer en salut. Je regarde mon fils, qui a maintenant 2 ans, et je suis tellement fier de voir quel enfant curieux et intelligent il devient. Quand Paul était tout petit dans son berceau, je pensais que le plus dur était derrière nous. Nous avions défendu notre indépendance. Nous avions protégé notre famille des intrusions de ma belle-mère, réglé l'histoire de l'héritage et établi notre quotidien. Mais, comme il se doit, la vie réserve toujours des surprises, et notre histoire familiale a continué de se dérouler comme dans une mélodrame sans fin, sans mysticisme, mais avec une série d'événements émotionnels. Au début, tout allait plus ou moins bien. Nous profitons de la parentalité, Nathan courait avec enthousiasme dans les magasins pour enfants, achetait des jouets et des livres. De mon côté, je jonglais entre mon travail et les tâches ménagères. Mes parents, qui vivaient dans un autre quartier de la ville, venaient m'aider avec Paul quand je le leur demandais toujours avec tact, sans s'immiscer dans notre vie. Mais ma belle-mère continuait à nous rendre visite de temps en temps, parfois sans prévenir. En voyant une pile de linge de bébé à laver ou des jouets éparpillés, elle recommençait ses reproches. « Victoria, comment tu peux laisser ça traîner ? Le bébé pourrait trébucher sur ces petites voitures. Et la dernière fois, quand as-tu lavé le sol ? » marmonnait Margaret en scrutant le salon encombré de jouets d'enfants. « Maman, tout va bien, » disait Nathan en essayant de détourner son attention de mes crimes contre la propreté parfaite. Paul est bien élevé, il s'amuse dans son environnement. Et nous revenons juste de notre promenade, on n'a pas encore eu le temps de tout ranger. Franchement, comparé aux événements passés,
où ma belle-mère pouvait venir avec un notaire ou réclamer de l'argent pour son entreprise, ces critiques ne nous affectaient plus autant. Nous nous y étions habitués, et dans nos têtes, nous pensons, peu importe, ce sont des broutilles, l'essentiel est qu'elles ne s'immiscent pas dans nos finances. Mais il est vite devenu évident que ces idées sur l'argent, les affaires et l'héritage n'avaient pas disparu. Elle avait simplement fait une pause et se préparait à frapper de nouveau, et cette fois, sous un angle différent. Avec Nathan, nous avons discuté pendant un moment de la possibilité de vendre l'un de mes appartements restants pour acheter une maison près de la nature. Après tout, Paul aurait mieux à jouer sur une grande pelouse verte que dans la cour d'un immeuble. Moi, je rêvais d'un grand terrain avec des fleurs, un gazebo pour passer les soirées en famille. Nathan était d'accord, mais hésiter déménager à la campagne signifiait renoncer à certaines commodités. Le travail serait plus loin, et il faudrait emmener Paul à la crèche et à l'école. Eh bien, on ne va pas aller s'installer dans la campagne profonde tout de suite, répondis-je, il y a des banlieues avec une bonne infrastructure, des transports en commun, des écoles et des magasins. Et la tranquillité, l'air pur. Finalement, nous avons décidé de reporter ce projet et d'améliorer notre appartement actuel pour rendre Paul plus à l'aise. Nous avons transformé une chambre en salle de jeu, posé des papiers peints colorés, disposé des jouets et organisé des étagères avec des livres. Tout semblait aller pour le mieux. Et puis Margaret est revenue, mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une femme d'une quarantaine d'années que je ne connaissais pas. Victoria, voici Gabrielle Peterson, une vieille amie de la famille, présenta ma belle-mère, sans se donner la peine de préciser qui était réellement cette amie, elle est agent immobilier. Nous avons pensé que tu aurais besoin de son aide. Je fronçai les sourcils en prenant leur manteau. Pourquoi diable ai-je besoin d'un agent immobilier? Victoria, tu possèdes 3 appartements, non, rappela ma belle-mère d'un ton très amical, mais entièrement faux, peut-être que Gabrielle pourrait te conseiller sur ce que tu pourrais faire de tes biens. Et là, Margaret haussa soudainement la voix, comme si c'était l'essentiel. Peut-être que vous pourriez vendre un de ces appartements et investir dans un projet prometteur. Je me tendis, me souvenant de la fois où ils avaient déjà essayé de me faire investir dans leur entreprise de transport. Merci, mais je vais m'occuper moi-même de ce que je fais avec mes appartements. J'ai mon propre agent immobilier, une personne de confiance. Je faisais de mon mieux pour répondre poliment, mais je sentais mon irritation grandir. Gabrielle est une excellente spécialiste, insista ma belle-mère, obstinée, et puis, qui sait, peut-être que tu voudrais étendre ton influence et acheter un 4e appartement. À ce moment-là, je compris parfaitement ce qu'elle tentait de faire. Elle avait besoin de Gabrielle pour me convaincre de participer à un projet commun. Margaret, faisons cela, je suis toujours ouverte à de nouvelles rencontres, mais si jamais je décide de vendre ou d'acheter, je vous tiendrai informé. Pour l'instant, nous n'avons prévu aucune transaction. Gabrielle sourit et dit. Je comprends, je ne veux pas insister. Si tu as besoin de moi, mon numéro est chez Margaret. Je serai ravi de t'aider. Elles sont parties 10 minutes plus tard. Ma belle-mère partait avec un air tellement mécontent, comme si j'avais gâché une affaire importante. Je me suis contenté de sourire intérieurement, encore une fois, la même chanson. À peine ai-je eu le temps de souffler quand est arrivé Nathan, qui a vu que je n'étais pas dans mon assiette et m'a demandé. Maman est encore venue? Pas toute seule, elle était avec un agent immobilier. Elle veut que je fasse des affaires. Elle espère encore que je vais investir dans leur business. Ça suffit maintenant, dit Nathan en se frottant le visage de fatigue. Je vais lui parler, pour qu'elle arrête de ramener des étrangers. D'accord. Il a effectivement parlé à Margaret, mais sa ténacité restait intacte. Elle se plaignait à son mari, à sa sœur Irene, à tous les membres de la famille que je m'étais enfermé et ne voulais rien entendre. Quant à moi, je me contentais de hausser les épaules, qu'ils disent ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne viennent pas me donner de leçons. Sur cette vague de tension, ma sœur Elisabeth est intervenue de manière inattendue. Elle vivait sa propre vie et apparaissait rarement dans mes cercles. Elle avait entendu parler des dernières manœuvres de ma belle-mère et m'a appelé. Victoria, tu ne penses pas à acheter une maison? Je travaille sur un projet architectural en ce moment, on pourrait faire quelque chose ensemble si tu veux construire une maison. C'est une bonne idée, répondis-je, mais je crains que cela énerve encore plus ma belle-mère, qu'elle pense que je préfère investir dans une maison plutôt que dans son business familial. Oublie leur opinion, soupira Elisabeth, c'est ton argent, ton héritage, ta vie. Plus j'y pensais, plus je comprenais qu'Elisabeth avait raison. Et peu à peu,
une idée commençait à germer en moi. Pourquoi ne pas tout laisser tomber et réaliser notre rêve d'une maison à la campagne, avec un grand salon, une cheminée et un jardin pour Paul? Mais avant que nous ne prenions une décision sérieuse, un nouveau chapitre de notre drame familial a commencé, cette fois-ci non seulement lié à l'argent, mais aussi à l'éducation de notre fils. Paul grandissait bien, c'était un enfant énergique et très actif. À 3 ans, nous l'avons inscrit dans une bonne crèche à proximité. Et là, ma belle-mère a immédiatement mis son œil de vigie en action. Vous êtes sûr que cette crèche est bien? J'ai entendu dire que les éducateurs sont stricts, que les enfants sortent peu. Peut-être que vous devriez choisir la crèche près de chez nous, comme ça je pourrais aller le chercher. Je lui ai patiemment expliqué. Nathan s'est renseigné, il y a de bons retours, et l'emplacement est pratique pour nous. Il serait irrationnel de le ramener chez vous à l'autre bout de la ville. Pourquoi pas? Je pourrais le faire en voiture. Nathan a immédiatement mis fin à la discussion. Maman, Victoria et moi avons déjà choisi la crèche. C'est réglé. Heureusement, à ce moment-là, ma belle-mère n'a pas insisté. Mais peu après, elle a trouvé un autre sujet. Elle a commencé à dire que Paul avait besoin de cours de développement spéciaux, d'un tuteur pour l'apprentissage précoce de la lecture. J'ai essayé de lui répondre poliment que nous déciderions nous-mêmes quant à apprendre à Paul à lire, qu'il n'était pas nécessaire de le stresser avec des méthodes académiques à 3 ans. Comment ça, rétorquait Margaret, Nathan, à son âge, savait déjà assembler des cubes avec des lettres. Je pensais intérieurement, et alors? Nous aussi, on assemble des cubes. Je ne vois pas où est le problème. Mais elle insistait. Si j'avais l'occasion, je m'occuperais de Paul, j'ai un vrai don pour l'enseignement. Je pense que vous n'auriez pas assez de patience pour en faire un génie. Ces discussions ont rythmé tout l'été, pendant que Paul s'adaptait à la crèche. À chaque fois, ma belle-mère trouvait une occasion de me reprocher quelque chose, soit que nous n'avions pas fait assez attention, soit que nous n'avions pas donné assez de savoir à notre fils. Mais heureusement, Nathan apaisait les choses et je commençais à ignorer ses remarques. Et puis, mon état de santé est intervenu de manière inattendue. J'ai dû m'éloigner du travail et demander à mes parents de m'aider à garder Paul. Tout s'est passé vite, j'ai ressenti une fatigue constante, des douleurs dans le bas du dos et dans le bas-ventre. Les médecins ont diagnostiqué des problèmes gynécologiques et j'ai dû subir une opération. Heureusement, rien de grave, après 1 mois, j'étais de retour sur pied. Mais cette période a bouleversé notre vie de famille. Tout d'abord, ma belle-mère a décidé de jouer les assistantes principales. Elle est arrivée chez nous en déclarant: « Victoria, tu viens d'avoir une opération, tu ne peux pas t'occuper du ménage et du bébé. Je vais vivre ici et tout contrôler. » Quand elle a mentionné le mot « vivre ici », j'ai immédiatement ressenti un frisson. Non. Je l'appréciais pour son aide, mais je savais très bien que Margaret, dès qu'elle en aurait l'occasion, commencerait à imposer ses règles et réarrangerait les meubles à sa façon. Nathan a aussi réagi rapidement. « Maman, c'est trop. Les parents de Victoria ont dit qu'ils allaient l'aider. Et moi, je vais prendre mon congé pour m'occuper de Victoria pendant sa convalescence. Si on a besoin de plus d'aide, on te le dira. » Ma belle-mère était vexée. « Je vois, je ne suis plus la bienvenue. » Très bien, mais ne venez pas vous plaindre quand vous aurez besoin de bras. J'avais peur que Nathan cède à la pression, mais il n'en fit rien. Il était fermement décidé à ne pas laisser sa mère vivre avec nous de façon permanente. Quant à moi, je n'étais pas une personne fragile, et l'opération n'était pas assez grave pour que je perde mes forces pendant des mois. Finalement, je me suis reposé dans une atmosphère calme, et je suis allé passer quelques semaines chez mes parents pour ne pas avoir à faire à manger et à nettoyer. Pendant ce temps, Paul vivait tantôt avec nous, tantôt avec Nathan, et parfois son père venait le chercher chez moi. Ma mère s'occupait des tâches ménagères, et moi, je me reposais. « Peut-être que je devrais te prendre encore des vitamines », me proposa ma mère en voyant que je restais tranquille dans mon fauteuil, en train de lire un livre. « J'ai tout ce que m'a prescrit le médecin », répondis-je en souriant, « il me faut juste du temps et du repos. » Margaret, apparemment mécontente de ne pas avoir pu s'impliquer comme elle le souhaitait, a commencé à grogner de loin en parlant à Nathan au téléphone. « Ah, donc ta belle-mère est plus proche de ta femme que moi ? Et je ne compte pour personne, apparemment. » Nathan en avait assez de ses reproches. « Maman, comprends que c'est plus confortable pour Victoria. Elle n'a pas besoin de s'adapter aux conditions des autres, c'est chez ses parents, dans la maison de son enfance. Ne créons pas de conflit sur ce sujet. »
Elle a accepté à contre-cœur. Mais son mécontentement semblait persister, et elle a vite trouvé un autre moyen de le manifester. À mon retour, complètement rétabli, il s'est avéré que la commission familiale de ma belle-mère avait déjà pris une nouvelle décision. Mon beau-père, tante Irene et d'autres parents ont décidé que Paul devait passer plus de temps avec la famille pour grandir correctement. Apparemment, je n'avais pas assez de valeurs traditionnelles. Il y a eu immédiatement des discours comme « Pourquoi ne pas prendre Paul le week-end ? Il faut qu'il s'habitue à la grande famille. Nous avons une maison à la campagne, même si les travaux ne sont pas terminés, mais c'est une maison de campagne. Paul pourra passer plus de temps avec ses cousins et cousines. » Je répondis poliment, mais fermement. Merci pour votre offre, mais Paul est encore petit, il ne s'habituera pas à votre maison de campagne où tout est nouveau et étrange. Nous, on préfère passer nos week-ends en famille, avec lui. Bien sûr, cela n'a pas plu à ma belle-mère. Quel égoïsme maternel. Il est bon pour un enfant de changer d'environnement de temps en temps. Et vous ne lui interdisez pas de voir sa grand-mère maternelle, alors pourquoi celle du côté paternel ? J'ai dû lui rappeler que la différence entre aller rendre visite à quelqu'un pendant quelques heures et passer tout le week-end à la campagne était énorme. En plus, je n'étais pas sur des conditions dans cette maison de campagne. J'avais entendu dire que le toit était vieux, l'électricité défaillante. Et puis, mon beau-père avait des difficultés avec son entreprise, tout son argent partait pour tenter de relancer la société, et la maison était pleine de travaux non terminés. Mais Margaret était intransigeante. Vous doutez de nous ? Vous ne croyez pas que nous saurions nous occuper de Paul. Nous voulons qu'il grandisse sans préjugés et qu'il fasse confiance à toute la famille. Nathan a vu que je commençais à m'énerver, et il a pris les choses en main. Maman, on n'est pas contre des visites, mais pour l'instant Paul est mieux avec nous. Laissons-le grandir un peu, s'adapter. Et dans quelques années, quand il aura 5 ans, on pourra le laisser quelques jours. Le sujet a été mis de côté pour l'instant. Mais je savais qu'il n'était pas oublié. Dans les yeux de ma belle-mère, je pouvais lire le désir de prendre sa revanche et de montrer quelle était le principal autorité de la famille. Pendant que tout cela se passait, ma sœur Elisabeth, qui vivait sa vie de son côté, a commencé à gravir les échelons dans le domaine du design d'intérieur. Un soir, elle m'a appelé, pleine d'enthousiasme. « Victoria, devine quoi ? Je travaille sur un projet pour un quartier résidentiel haut de gamme à la campagne. Bientôt, des terrains et des maisons seront mis en vente. Les prix sont élevés, mais ils disent que c'est un super endroit. Vous et Nathan ne voudriez pas investir là-bas ? Ça pourrait vraiment être une bonne opportunité. » Je réfléchis sérieusement. Nous étions satisfaits de notre appartement. Mais à long terme, je voulais quand même avoir une maison, même si c'était juste pour les vacances à la campagne. J'ai proposé à Nathan d'examiner l'option. « Allons voir ça, pour savoir ok et combien ça coûte, suggéra-t-il, si l'endroit est bien, on peut acheter un terrain et, plus tard, construire une maison. » Nous sommes allés voir. Le village était à 1 heure de la ville, avec une forêt à proximité, une rivière et un air pur. Mais les prix étaient effectivement élevés. Je me suis dit que si je vendais un de mes appartements moyens, cela suffirait pour acheter un terrain. Reste à savoir si ça en valait la peine, car la construction d'une maison est un projet long et coûteux. Nous sommes rentrés à la maison et avons commencé à en discuter. « Tu sais, dit Nathan, j'ai vraiment aimé l'endroit. Mais soyons honnêtes, si nous achetons ce terrain, on devra investir dans les infrastructures, le projet et la construction. Pour l'instant, on n'a pas assez économisé pour tout payer d'un coup. Donc, le terrain pourrait rester vide pendant des années, et nous finirions juste par y aller pour des barbecues pendant les week-ends. Peut-être que c'est raisonnable, mais peut-être pas. Cependant, le prix peut augmenter. C'est un investissement. Et si jamais nous décidons de ne pas construire, on pourra toujours vendre à un prix plus élevé. » Nous avons réfléchi longtemps, pesé le pour et le contre, et finalement, nous avons décidé, oui, on tente le coup. Cependant, je savais qu'en vendant un de mes appartements, je devrais affronter un nouveau tour de manipulation de la part de ma belle-mère. Dès qu'elle saura que je vends quelque chose, elle essaiera sûrement de me convaincre d'investir dans leur entreprise plutôt que d'acheter un terrain qui, selon elle, ne sert à rien. J'en ai parlé avec mon agent immobilier, celui avec qui je travaille depuis des années, celui qui avait aussi collaboré avec ma grand-mère. L'appartement était attrayant, et nous avons trouvé des acheteurs rapidement. Mais pendant le processus de la vente, ma belle-mère, sur la base de quelques rumeurs,
a appris que l'appartement était en vente. Elle est venue chez moi, furieuse. Victoria, c'est quoi ces nouvelles? Tu vends l'appartement et tu ne nous en as même pas parlé? Pourquoi aurais-je dû vous en parler? C'est ma propriété, répondis-je froidement. Mais nous sommes une famille. Et j'ai une proposition. Pourquoi ne pas investir cet argent dans notre parc de camions? Nous avons déjà redémarré une partie du business, acheté quelques camions d'occasion, mais il nous en manque encore un 9. Et les bénéfices te reviendront. Je poussai un soupir intérieur, réalisant que mes pressentiments n'étaient pas infondés. Désolé, Margaret, mais avec Nathan, nous avons déjà décidé d'acheter un terrain dans un nouveau lotissement. Cela est plus important pour notre famille que d'acheter un camion. Margaret, ne sachant plus quoi faire, tenta de jouer sur les sentiments de Nathan. Mon fils, tu es sûr de ce que tu fais? Pourquoi acheter un terrain où il n'y a ni crèche ni clinique? Peut-être que tu pourrais au moins en discuter avec ta femme. Maman, c'est notre décision, répondit calmement Nathan, nous avons déjà réfléchi à tout. Nous construirons une maison, c'est un projet à long terme pour nous. Tu ferais mieux d'investir cet argent dans les études de Paul à l'étranger ou ailleurs, continua Margaret, et ce terrain, il pourrait rester là, inutilisé, pendant des années. Je compris que peu importe les arguments, elle ne changerait pas d'avis. Oui, nous n'avions pas encore les financements pour la construction, mais l'idée d'avoir un terrain et la possibilité de vivre à la campagne, si nous le voulions, réchauffait mon cœur. Je répétais fermement. Nous avons déjà tout décidé et la vente de l'appartement est presque terminée. L'argent arrivera sur mon compte, et nous achèterons le terrain tout de suite. En entendant cela, Margaret se tut, puis elle murmura. Vous allez le regretter, et elle partit en claquant la porte. Nous avons vendu l'appartement et acheté le terrain. Il nous restait à décider quand commencer à construire la maison, mais nous avons choisi de ne pas nous précipiter. Nous préparerions le projet avec l'aide d'Elisabeth, économiserions un peu, et une fois l'argent suffisant, nous commencerions la construction, pour ne pas vivre dans un chantier à moitié terminé. Tout se passait assez bien jusqu'à ce que ma belle-mère ne frappe un nouveau coup. Elle a décidé d'impliquer mes parents dans l'affaire. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère. Victoria, Margaret a appelé. Elle veut que ton père et moi, ont influence. Elle dit que tu es en train de mal gérer ton héritage. Et vous lui avez répondu quoi, demandai-je, déjà serrant les poings. Je lui ai dit que tu es une fille intelligente et que tu prendrais ta décision. Mais elle semble mécontente. Elle disait que si l'argent allait pour acheter du terrain, cela veut dire que tu ne veux pas aider leur famille. Je faillis éclater de rire. Et Nathan et Paul ne font-ils pas partie de leur famille, quand il s'agit de la maison du futur? Mais le rire me passa vite, car il était évident que ma belle-mère cherchait des alliés. Elle tentait maintenant de mettre la pression sur ma famille. Maman, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. C'est juste que Margaret a des problèmes dans son entreprise, elle voulait que je lui donne de l'argent pour acheter des camions. Mais tout cela, tu sais, c'est ma vie, mes finances. Bien sûr, ma chérie, ne t'inquiète pas, on est de ton côté. Après cette conversation, je me sentis un peu plus calme, mais une colère sourde en moi murmurait, comme j'aimerais remettre Margaret à sa place, de façon à ce qu'elle ne se mêle plus jamais de nos affaires. Mais je m'efforçais de garder mon calme, sachant qu'un conflit ouvert ne nous apporterait sûrement pas la paix. Le lendemain, Nathan proposa. Et si on invitait mes parents et les tiens au restaurant? On pourrait organiser un dîner de réconciliation, pour que tout le monde sache qu'on se respecte, et que ces bêtises d'intrigue cessent. Tu crois que ça va marcher, demandai-je, sceptique. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on réussira à faire baisser un peu la tension. De toute façon, ils se verront de toute façon chez nous lors des fêtes et des anniversaires de Paul. Nous avons réservé une table dans un restaurant calme, invité les deux familles. Mes parents sont arrivés un peu plus tôt et ont pris leur place. Puis sont arrivés mon beau-père et ma belle-mère. Elle marchait avec un air de « Maintenant, je vais tous vous montrer ». Mais à la décharge de mon beau-père, il essayait de sourire et saluer tout le monde assez amicalement. La conversation a commencé sur des sujets ordinaires: la santé, la météo, Paul, ses progrès à la crèche. Puis, lentement, la discussion a dérivé vers des sujets plus professionnels, ce que chacun faisait dans la vie. Je pensais qu'on allait éviter les sujets d'argent et de biens immobiliers, mais non. Ma belle-mère leva son verre de vin, plissa les yeux et dit: « Bon, trinquons pour que dans notre famille, enfin,
tout le monde apprenne à se faire confiance et ne cache pas ses bonnes affaires et ses projets futurs. Nathan et moi nous sommes regardés en silence, mes parents sont restés polis mais silencieux, probablement pour éviter d'intervenir. Je fixai ma belle-mère et répondis, en essayant de rester calme. Margaret, j'espère que tu ne veux pas dire qu'ici, quelqu'un cache quoi que ce soit. On a déjà tout clarifié. Eh bien, tu ne demandes jamais conseil, secoua-t-elle la tête. Mais faut-il consulter sur chaque pas? Après tout, c'est notre affaire personnelle, intervint Nathan, vous et papa vous gérez votre entreprise comme vous l'entendez, sans demander notre permission. Mon beau-père acquiesça. Nathan a raison. Nous prenons nos décisions nous-mêmes. Et vous avez tout à fait le droit de faire pareil. Margaret, allons, reconnaissons que les enfants sont adultes maintenant. Ma belle-mère souffla lourdement, prit une gorgée de vin et tourna son regard vers ma mère. Catherine, et toi, qu'en penses-tu? C'est normal, dans une famille, que tout le monde fasse ce qu'il veut, sans se consulter? Ma mère sourit. Je pense que l'on doit consulter quand on fait confiance à quelqu'un et qu'on veut connaître son avis. Mais exiger que tout le monde consulte, ça, c'est trop. Les enfants feront leur choix. On pouvait voir que ma belle-mère était déçue par cette réponse, surtout qu'elle a reçu un léger soutien de la part de ma mère. Mais elle se ressaisit et dit. Bon, d'accord, ne gâchons pas la soirée. J'espère qu'un jour, nous apprendrons tous à travailler ensemble. Je soufflai intérieurement, me disant que peut-être, le conflit allait enfin se calmer. Nous avons continué à dîner, parler de Paul, partager des anecdotes du passé. La situation semblait s'être un peu apaisée. Mais quand le moment des adieux arriva, ma belle-mère s'approcha de moi et me dit à voix basse. Tu penses que je vais me contenter de ça? Non. Ma famille, c'est ma famille, et tu ne peux pas ignorer nos problèmes. On reparlera. Je ressentis un frisson dans mon dos, mais je n'eus pas le temps de lui répondre, elle était déjà en train de se diriger vers le vestiaire. Nathan me lança un regard interrogateur, comme pour demander ce qu'on venait de se dire. Je haussai les épaules, toujours la même chanson. Nous sommes rentrés à la maison. J'étais tendu, mais j'essayais de ne pas le montrer devant Nathan pour ne pas envenimer la situation. Il remarqua que j'étais nerveuse et me dit. Je vois que maman t'a encore fait du mal. Pardonne-la, elle ne peut pas accepter que tu gères ta vie toute seule. Mais c'est nos décisions, et on a le droit de les prendre. Oui, je sais. J'essaie de moins réagir, mais pour être honnête, j'en ai marre de tout ça. Elle semble jamais se calmer. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir, pensant à ce que tout cela allait donner. Ma belle-mère ne comptait sûrement pas s'arrêter là. Et elle avait toujours une arme pour mettre la pression, s'immiscer dans la vie de Paul et décider de l'avenir de ses finances. Je savais que bientôt, un nouveau tour de manipulation viendrait, probablement par l'intermédiaire de Paul. Et cela arriva. Quelques mois plus tard, j'avais finalisé tous les documents pour le terrain et avais commencé à chercher un architecte, en plus d'Elisabeth qui était prête à m'aider avec les plans. Mais il fallait aussi engager une équipe de construction. Un jour, mon téléphone portable a sonné. C'était le directeur de la crèche de Paul. Victoria, bonjour. Récemment, la grand-mère de votre fils est venue nous voir et a demandé qu'on accorde plus d'attention à Paul. Nous devons clarifier comment répondre à de telles demandes. Je suis restée interdite. Quelle grand-mère? Il semble que ce soit Margaret. Elle a dit qu'elle voulait assister aux activités et suivre le développement de Paul, apporter des matériaux pédagogiques. J'ai failli éclater de rire, mais une colère profonde montait en moi, elle allait maintenant s'immiscer dans la crèche. Je comprends. Disons-le comme ça, nous n'avons rien contre la présence de la grand-mère lors des fêtes ou des journées portes ouvertes, si cela est autorisé par le règlement de la crèche. Mais il ne faut pas créer de conditions spéciales pour Paul, nous voulons qu'il soit élevé comme les autres enfants. Le directeur a acquiescé, s'excusant pour l'inquiétude. J'ai immédiatement appelé Nathan. Ta mère est-elle allée à la crèche de Paul et a-t-elle demandé des conditions spéciales? Quoi? Nathan a été choqué, je n'étais pas au courant. Je vais lui téléphoner tout de suite. Plus tard, il m'a expliqué que sa mère avait essayé d'organiser pour Paul des cours presque privés, où elle voulait être présente et tout contrôler. Le directeur a refusé, expliquant que cela allait à l'encontre des règles de l'établissement, mais Margaret a insisté pour qu'au moins Paul ait des séances de lecture intensifiées, lui apportant des livres. Nathan a parlé à sa mère.
il lui a demandé de ne plus prendre de telles initiatives sans notre accord. La réponse a été prévisible. Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour mon petit-fils. Vous êtes de mauvais parents si vous ne soutenez pas son développement renforcé. Nathan et moi avons échangé un regard. Quelle méthode, quel contrôle? Il n'a que 3 ans et demi, il se développe très bien. Dans toute cette agitation, Nathan et moi avons appris à apprécier encore plus les moments passés tous les 3. Nous passions nos week-ends à faire des sorties, à aller aux zoos, à nous promener dans les parcs ou à nous échapper à notre terrain où, pour l'instant, nous avions seulement délimité les frontières et installé un petit abri pour les outils. Paul courait joyeusement dans l'herbe, il jouait, et nous ressentions une vraie sensation de liberté. Là, nous étions loin du bruit de la ville, des appels incessants de ma belle-mère, de ses reproches et conseils. Un jour, assis avec Nathan sur des chaises pliantes près de notre terrain encore vide, j'ai dit: « Écoute, et si on installait ici une petite maison de jardin? Simple, en bois, pour pouvoir passer la nuit. Et plus tard, quand on aura économisé, on commencera à construire. » Excellente idée, sourit Nathan, ce sera notre petit havre de paix. Et tu sais, je pense déjà qu'on pourrait y passer tout l'été, si je peux travailler à distance. Dans ma tête, une image s'est dessinée. Nous vivions dans cette petite maison simple, Paul courait dans le jardin, jouant avec un ballon, à côté des petites parcelles de légumes. Le soir, nous faisions des barbecues et écoutions les oiseaux chanter au coucher du soleil. C'était l'idée parfaite pour échapper aux disputes familiales incessantes. Mais nous savions qu'une fois que ma belle-mère apprendrait ce projet, elle pourrait essayer de s'y installer aussi. Et personne ne l'empêchait d'acheter un terrain voisin et de s'installer là. Serions-nous destinés à vivre sous surveillance constante? J'espère qu'elle ne décidera pas de s'installer là aussi, dit Nathan, comme s'il avait lu dans mes pensées. Ah, ne dis pas ça, murmurai-je, mais au moins, tant que les terrains sont chers, elle ne prendra pas ce risque. Leur affaire n'est pas au top. Nathan acquiesça et me prit dans ses bras. Nous étions là, à regarder Paul courir après des bulles de savon dans l'herbe. J'avais envie de croire que tout irait bien pour nous. Cependant, vivre dans une famille pleine de drames signifiait toujours être prêt pour des imprévus. Et l'un d'eux arriva lorsqu'on s'y attendait le moins. Il s'avéra que dans la maison que nous avions achetée, où nous vivions, un grave problème de chauffage est survenu. Les tuyaux étaient vieux. Ma grand-mère ne les avait pas changés, et nous, par imprudence, n'avions pas fait de rénovation majeure. Cela semblait toujours être quelque chose à remettre à plus tard. L'hiver, les tuyaux ont commencé à fuir. L'un des conduits a même explosé. Nous avons appelé des plombiers, mais il leur a fallu quelques jours pour réparer les dégâts. L'appartement a commencé à moisir. L'enfant toussait, Nathan était énervé par le coût des réparations. Ma belle-mère, en apprenant le problème, est arrivée chez nous. Je vous avais bien dit qu'il vous fallait mon aide pour ce genre de problème. Il faut tout refaire, vous ne pourrez pas gérer ça seul. Je souriais intérieurement, bien sûr, elle va maintenant contrôler les réparations. Nous avions l'argent nécessaire pour les réparations, grâce aux revenus des 2 appartements que je louais, et aussi avec les économies que Nathan et moi avions mises de côté pour la construction. Mais remplacer tout le système de chauffage demandait une somme importante. Maman, merci de t'inquiéter, mais nous avons l'argent, dit Nathan, nous allons faire appel à de bons spécialistes et nous assurer que tout soit fait correctement. Et pourquoi ne viendriez-vous pas vivre chez nous, en attendant que tout soit réparé? Demanda ma belle-mère, espérant sûrement une réponse positive. L'idée de vivre dans la maison de mes beaux-parents pendant une période indéfinie me terrifiait, avec la certitude qu'ils commenceraient à nous dire « Maintenant, je vous contrôle ». Honnêtement, je préférais encore aller vivre chez mes parents, au moins là-bas, je ne serais pas constamment réprimandé. Merci pour l'invitation. Mais nous avons une autre option chez mes parents, répondis-je doucement. Ah, bien sûr, toujours chez les parents de la femme, marmonna ma belle-mère. Nathan, légèrement plus ferme cette fois, dit. Maman, arrête. Catherine a un grand appartement, et vous n'avez qu'un petit 2 pièces. Vous êtes déjà bien occupé avec vos propres problèmes. Pourquoi venir déranger? Le sujet fut clos et nous évitâmes de nous disputer davantage. Pendant que les réparations se poursuivaient, je vivais temporairement chez mes parents avec Paul. Nathan allait et venait, supervisant les ouvriers, dormant parfois chez moi et parfois chez nous dans l'appartement humide. Toutes ces rénovations et déménagements étaient pénibles, mais m'ont fait réfléchir encore plus à notre futur chez nous. Il faut vraiment qu'on commence notre projet de maison à la campagne, pour avoir une solution de repli, dis-je à Elisabeth,
lui demandant des plans plus détaillés. Elisabeth, après avoir appris notre situation d'urgence, dit « Je vais vous préparer un excellent croquis pour la maison, si vous trouvez des bons constructeurs. Vous pourrez commencer les fondations cet automne. » « Et l'argent » murmurai-je, car les réparations dans l'appartement avaient déjà consommé une grande partie de nos fonds. « Oui, je sais, tout ne peut pas se faire d'un coup. Mais commencez avec les fondations, et vous construirez progressivement. Comme on dit, un chantier peut durer des années, mais au moins il y aura du mouvement. » Je me réjouissais et lui dis que nous allions réfléchir. Nathan accepta, mais me rappela. « Si nous nous lançons dans la construction, il faudra soit un crédit, soit dépenser toutes nos économies. Sinon, ce sera un chantier interminable. Je reçois encore des loyers d'un appartement, et j'ai un peu d'économie de côté. On pourrait peut-être s'en sortir sans crédit, mais il va falloir se serrer la ceinture. Nous avons décidé de commencer petit et de voir comment les choses se passeraient. Les réparations dans l'appartement ont été terminées en quelques mois. Nous sommes rentrés chez nous. Et soudain, une autre surprise, mon beau-père annonça que leur entreprise de transport avait finalement échoué, les partenaires étaient partis, les dettes s'étaient accumulées. Ils ont dû vendre une partie de leurs biens. Et maintenant, ma belle-mère et mon beau-père se retrouvaient dans une situation financière difficile. Plus précisément, ils n'avaient plus de quoi vivre. La pension de mon beau-père était dérisoire, ma belle-mère avait un travail précaire, à temps partiel. Un jour, Nathan est rentré à la maison après une rencontre avec eux, s'est assis sur le canapé et m'a dit d'une voix grave. « Victoria, c'est vraiment grave. Maman veut que papa vende leur appartement et achète quelque chose de plus petit, mais même ça ne suffira pas à couvrir les dettes. » « Quel dommage, répondis-je, attristé par la situation. Bien que ma belle-mère fût en partie responsable, elle avait poussé mon beau-père à prendre des risques sans avoir de réserve. « Maman suggère que nous pourrions les aider, continua Nathan, prêter de l'argent pour couvrir une partie des dettes. Mais, honnêtement, je ne veux pas te demander de l'aide encore une fois. C'est ton capital familial. » Je pris une profonde inspiration, sachant que je pouvais bien sûr être compatissante, mais que ma belle-mère m'avait traité de manière horrible. Si je leur donnais une grande somme maintenant, cela ne résoudrait pas tous leurs problèmes, mais me donnerait juste le sentiment d'être exploité. « Nathan, je suis prête à discuter d'un prêt sans intérêt ou quelque chose du genre, à condition qu'ils signent un contrat et remboursent l'argent. Mais simplement leur donner, désolé, ce n'est pas possible. Oui, je ne veux pas non plus donner. Mais ce sont mes parents, et je ne peux pas leur dire simplement, débrouillez-vous. Je comprends, acquiesçai-je, mais j'ai peur que ta mère n'accepte jamais un contrat ou des engagements. Elle considère que, puisque je fais partie de la famille, je dois partager sans condition. Nous avons longuement discuté et envisagé plusieurs options. Bien sûr, Nathan aurait pu prendre un crédit à son nom, mais cela aurait mis en danger notre vie et notre projet de construction, car il aurait fallu rembourser avec notre budget familial. Finalement, nous avons décidé que Nathan parlerait avec son père ou peut-être que lui serait plus flexible. La conversation a eu lieu, et son père a proposé que, si nous voulions aider, ils seraient prêts à mettre en gage leur terrain de vacances. Mais lorsque ma belle-mère a appris cela, elle a explosé de colère. « Donc, on va devoir mettre notre propre terrain en gage pour notre belle-fille ? Elle est avide et intéressée uniquement par ses propres bénéfices. » Nathan a essayé de la raisonner. « Maman, c'est la seule option réaliste pour rembourser la dette. Victoria est prête à prêter de l'argent, mais elle veut des garanties. C'est une pratique normale. » Des garanties ? On est une famille, je n'en peux plus de répéter ça. La famille devrait s'entraider sans condition. La dispute n'a rien apporté de bon. Ma belle-mère était en colère, elle a fait une scène, disant qu'elle préférait mourir plutôt que d'accepter de l'argent de Victoria à intérêt. Mon beau-père, plus raisonnable, comprenait qu'il n'avait tout simplement pas d'autre solution. Finalement, ils ont apparemment décidé de s'en sortir seuls. Nous avons poussé un soupir de soulagement bien que nous regrettions leur situation, vivre dans un constant sentiment qu'on nous pompait de nos ressources, je n'en pouvais plus. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un soir, mon beau-père a appelé, m'annonçant que Margaret avait été hospitalisée en raison d'une crise hypertensive. Nous nous sommes précipités à l'hôpital le matin même. Elle a été admise en soins intensifs, les médecins ont dit qu'il fallait un repos absolu et un traitement pour ses problèmes cardiovasculaires. Quand nous sommes arrivés, ma belle-mère était pâle, les larmes coulant de ses yeux. Nathan était inquiet, moi aussi,
je m'en faisais pour elle. Après tout, elle n'était plus jeune, et malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, je ne souhaitais pas de mal à cette femme. « Comment tu te sens, maman » demanda Nathan en s'asseyant près d'elle. « Ça va mal, mon fils, murmura-t-elle, les médecins disent qu'il faut une opération sur les vaisseaux, mais c'est cher. Je ne sais pas où trouver cette somme. » Je me sentis sincèrement désolé pour elle. Mais je savais aussi que c'était le moment classique de la famille, quand l'ennemi devient vulnérable, et que c'est à toi de décider si tu veux l'aider ou non. Je regardais Nathan, et il me regarda en silence, me demandant ce qu'on allait faire. « Maman, on trouvera une solution, dit-il doucement, ne t'inquiète pas. Quel est le pronostic des médecins? Les médecins disent qu'il faut faire un pontage, ça coûte presque 30 000 €, plus la rééducation, dit Margaret en pleurant à nouveau, mais on n'a pas cette somme, papa ne gagne rien. Je savais que 30 000 €, pour nous, ce n'était pas une petite somme, mais ce n'était pas non plus une fortune. Si je voulais vraiment, je pourrais puiser dans mes économies. Et voici venu le moment de vérité. Est-ce que j'étais prête à aider quelqu'un qui, il y a à peine quelques semaines, m'avait qualifié de mercantile, s'était immiscé dans ma vie et m'avait reproché 1000 choses? Était-ce possible pour moi d'être au-dessus des rançéures, puisque la question concernait la vie et la santé? Je regardais Nathan. Nathan, on va aider. N'est-ce pas? Bien sûr, acquiesça-t-il, visiblement soulagé, craignant que je refuse. Maman, ne pleure pas, on va payer l'opération. Selon les conditions que Victoria jugera appropriées. Mon cœur se serra, mais je décidai de ne pas imposer de conditions pour le remboursement de cette somme. Ce serait, à mon avis, une cruauté extrême. Elle était malade, et je n'allais pas lui demander un contrat. De quelles conditions tu parles, soupirai-je, on va juste aider. C'est une question de santé, et il ne doit pas y avoir de dette. Margaret me regarda avec des yeux pleins de larmes. Victoria, je ne sais pas quoi dire. Je t'ai reproché tant de choses. Et toi, tu veux m'aider? Oui, je veux t'aider. Parce que tu es la mère de Nathan, la grand-mère de Paul. Peu importe nos disputes, ta vie ne m'est pas indifférente. Elle éclata en sanglots, et dans ses larmes, il y avait sûrement tout, la douleur, la rançéure, le remords. Nathan lui tenait la main. Je me tenais à côté, la gorge serrée. Les médecins nous demandèrent de sortir, en expliquant qu'elle avait besoin de repos, et nous avons promis de régler la question du paiement dès que possible. Sur le chemin du retour, Nathan dit. Je suis désolé que ça ressemble encore à un emprunt sur ton héritage. Ce n'est pas de l'héritage, ce sont mes économies. Mais ce n'est pas important. Je vais faire le virement, et elle va se soigner. Merci, Victoria. Je t'aime. Il me prit la main, et je ressentis un profond soulagement. Malgré tout ce qu'il y avait eu, nous n'avions pas laissé ma belle-mère mourir par manque d'argent. Peut-être que maintenant, elle se calmerait définitivement envers moi. Nous avons payé l'opération, et une semaine plus tard, elle a été réalisée avec succès. Margaret a été transférée dans une chambre, les médecins ont dit qu'elle avait besoin de rééducation dans un centre de rééducation. Elle allait mieux, bien qu'elle fût encore affaiblie. Lorsque nous sommes allés la visiter avec Nathan et Paul, elle nous a souri. « Salut mes chers. Désolé, Paul, que mamie n'ait pas pu te voir. Bientôt, je vais guérir et tu viendras me voir, d'accord ?» « D'accord, répondit-il joyeusement. Il ne comprenait pas encore à quel point c'était grave. J'ai remarqué que ma belle-mère était plus chaleureuse avec moi. Il semble que la maladie l'ait poussée à reconsidérer beaucoup de choses. Elle m'appela doucement près de son lit, demandant à Nathan de prendre Paul. « Victoria, je dois te dire, je te remercie pour ton aide. Et je veux m'excuser. Toute ma vie, j'ai pensé que quand quelqu'un dans la famille a de l'argent, il doit partager et suivre les règles communes. Mais toi, tu as été indépendante, tu as pris tes propres décisions. Et j'ai toujours lutté contre ça. Je comprends, répondis-je, en m'asseyant sur une chaise près d'elle, vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour votre fils. Mais j'avais une vision erronée. Pardonne-moi pour l'avocat lors de la première semaine de votre mariage, pour ce contrat de mariage, pour toutes les demandes d'investissement dans le business, dit-elle doucement, semblant avoir honte, et pour avoir essayé de manipuler mon petit-fils. Le principal, c'est que tout ça soit derrière nous. Je ressentis une vague de chaleur m'envahir. Reposez-vous, récupérez, et quand vous sortirez de l'hôpital, essayons de communiquer calmement. Ma belle-mère acquiesça,
puis des larmes coulèrent sur ses joues. « Tu es une bonne personne, Victoria. » Et je ne l'ai compris que trop tard. J'avais peur de toi, je ne sais pas, je pensais que tu étais intéressée, que tu épouserais Nathan puis le quitterais, emportant une partie de l'appartement. Mais tout s'est passé autrement. Oui, je n'avais aucune intention intéressée. Je voulais juste qu'on ne nous force pas à vivre selon les règles des autres. Nous avons parlé encore un peu, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous étions sur un pied d'égalité. Peut-être qu'elle a vraiment compris à quel point elle avait eu tort. Quand nous sommes partis, Nathan, voyant mon état, m'a pris dans ses bras. On dirait que tout s'arrange. Qui aurait cru qu'on devrait passer par la maladie pour en arriver là? Oui, la vie nous enseigne parfois des leçons inattendues. Dans les mois qui suivirent, ma belle-mère suivit sa rééducation. Nous avons payé son séjour en centre de rééducation. J'avais décidé de ne plus compter les dépenses, car après toutes ces années de conflits, nous voulions enfin un peu de paix. Mon beau-père, d'ailleurs, devint un peu plus doux avec moi, probablement après avoir vu que je n'avais pas abandonné sa femme dans la difficulté. Le soir, il appelait Nathan pour lui donner des nouvelles, le remerciant pour tout. Quand ma belle-mère est revenue de la rééducation, nous avons organisé une petite fête à la maison, préparé une table, invité mes parents et ma tante Irene. Tout le monde était heureux de l'avoir guérie. Et c'est à ce moment-là que ma belle-mère, pour la première fois en de nombreuses années, a fait un toast dans lequel elle m'a remercié et a dit « Victoria, je veux que tout le monde sache tu n'es pas juste une belle fille, mais un vrai membre de notre famille. Tu m'as sauvé non seulement de la maladie, mais aussi de mes propres peurs. Merci de m'avoir appris à respecter les limites des autres. » Je suis restée là, souriante, en écoutant sincèrement ces mots. Dans ma tête, je pensais, est-ce que nous avons enfin trouvé la paix? Peut-être qu'après tant d'années de lutte, nous allons enfin vivre en paix? La vie n'est jamais parfaite, il y a toujours de petites choses qui viennent gâcher la fête. Mais je voyais que ma belle-mère, personne fière, avait appris à apprécier de bonnes relations. Nathan et moi ne nous attendions pas à des changements immédiats. Oui, elle continuait parfois à nous donner des conseils sur l'éducation de Paul, parfois trop insistants. Mais sans agressivité ni reproche, plutôt dans l'intention d'aider. Elle a cessé de sous-entendre que je devais investir dans leurs affaires familiales et a compris que j'avais ma propre vie. De plus, elle a commencé à respecter mes compétences professionnelles. Victoria, tu t'y connais en finance, tu pourrais nous dire comment mieux refinancer notre crédit? Un jour, elle me demanda tranquillement, sans ton autoritaire. Je lui ai donné quelques conseils, j'ai contacté des économistes de mon réseau. Ils étaient reconnaissants, et tout est progressivement devenu plus harmonieux. Ma sœur Elisabeth avait déjà terminé le projet de notre future maison, et nous avons commencé à chercher une équipe de construction. Ma belle-mère, maintenant sincèrement intéressée, posait des questions, qu'est-ce que vous prévoyez? Et comment sera la façade? Vous voulez un foyer? Oh, j'imagine déjà vous boire du thé près du feu en hiver. Elle en parlait avec un véritable enthousiasme. Si vous avez besoin d'aide pour choisir les matériaux, je peux vous conseiller un designer que je connais, nous avons travaillé ensemble sur une rénovation. Je me surprenais à penser que je serais ravi d'accepter son conseil si elle le proposait de manière gentille, et non pour imposer ses règles. Apparemment, les relations peuvent changer, il suffit de faire preuve d'un peu plus d'humanité. Nathan se rendait presque chaque semaine sur le terrain, pour voir l'avancement des travaux, et moi, je m'y rendais le week-end avec Paul. Nous avons installé une petite maison en bois, apporté des lits, une table et des chaises. Maintenant, nous pouvions y rester quelques jours si nous le souhaitions. Paul était ravi. Il avait un sentiment rudimentaire que c'était notre maison de campagne, même si elle était encore temporaire, c'était déjà notre coin de nature. Un jour, alors que je coupais du bois près de la maison, il fallait bien allumer le poêle. Nathan s'est approché de moi et a dit « Tu sais, je ne t'ai jamais dit à quel point je suis fier de ton caractère. Tu sais ce que tu veux, tu ne te laisses pas manipuler, mais tu restes gentil avec les gens, même avec ceux qui t'ont blessé. Merci. » Je souris, en repoussant mes cheveux. Mais toi aussi, tu as beaucoup fait. Tu aurais pu être d'accord avec ta mère et faire en sorte que mon capital parte dans leur affaire, tu aurais pu me forcer à céder. Mais tu as toujours été de mon côté. Parce que je t'aime, répondit simplement Nathan. Nous nous sommes embrassés sous le ciel bleu, en nous disant que c'était pour de tels moments qu'il valait la peine de tout entreprendre, vivre de manière indépendante, défendre nos frontières, et même lutter contre la famille. Au final, nous étions arrivés à une compréhension mutuelle,
même si ce n'était pas facile. Je repense souvent à ce jour où, étant plus jeune et beaucoup plus naïve, je me tenais sur le seuil de ma nouvelle vie conjugale, et j'entendais la sonnette de la porte, avec ma belle-mère et le notaire. Cela fait déjà 4 ans, mais avec tout ce qui s'est passé depuis, cela ressemble presque à une autre vie. Et je me répète encore et encore, comme j'ai bien fait de me taire à ce moment-là. Car si j'avais parlé de mes 3 appartements dès le début, il ne fait aucun doute que ma belle-mère aurait tout fait pour s'emparer de mon héritage et de ma liberté. Nous nous serions probablement encore plus disputés avec Nathan, et il n'est même pas certain que notre mariage aurait survécu à ce premier choc. Mais d'un autre côté, maintenant je comprends tôt ou tard, le secret devient public, et ce qui compte, c'est que ton être aimé se place de ton côté. Et les tentatives de ma belle-mère pour me rééduquer ont été vouées à l'échec. Elle a traversé une épreuve de santé, elle a vu qui était là pour elle, qui était prêt à la soutenir. Et peut-être que c'est cela qui a changé son regard sur moi. Certaines personnes diront que cette histoire s'est merveilleusement bien terminée, un peu comme un conte de fées. Mais en réalité, la vie est bien plus compliquée que n'importe quel roman. Il nous reste encore beaucoup d'étapes à franchir, finir la maison, continuer à élever Paul et peut-être même un deuxième enfant. Ma belle-mère, bien qu'elle ait ralenti le rythme, reste une personne difficile, capable de sursauts de jalousie ou de vouloir contrôler certaines choses. Mais maintenant, je sais comment réagir. Je dis fermement, nous avons notre propre famille, nous sommes heureux d'écouter les conseils, mais la décision nous appartient. Ce qui est surprenant, c'est qu'après son opération, ma belle-mère a commencé à parler avec moi comme une amie, parfois. Peut-être a-t-elle compris que la vie est courte et qu'il ne vaut pas la peine de la passer dans des conflits incessants et à vouloir tout contrôler. Un jour, elle m'a même dit: « Tu sais, Victoria, dans ma jeunesse, j'ai souffert de ma belle-mère. Elle me reprochait toujours de ne pas assez gagner ma vie et de ne pas bien gérer le foyer. Et, à mon tour, j'ai adopté son modèle de comportement, pensant que c'était normal de toujours surveiller les jeunes et leur dire ce qu'ils doivent faire. Souvent, c'est le cas, soupirai-je, les gens reproduisent ce qu'ils ont vu dans leur famille, même si cela leur a fait mal. Nous étions assises dans la cuisine, autour d'une tasse de thé, tandis que Nathan et Paul étaient dans la chambre d'enfant, en train de bricoler avec des Legos. Et pour la première fois, je voyais en Margaret non pas une critique omnipotente, mais une femme qui avait traversé ses propres peurs et complexes. Oui, c'est dommage qu'on prenne conscience de cela trop tard, dit-elle en regardant par la fenêtre, mais merci, Victoria, de me donner la chance de réparer mes erreurs. Mon cœur se serra, et je compris que j'étais sincèrement contente. Nous avions réussi à passer de la position d'ennemi, ou du moins de rival, à celle de personnes capables de se mettre d'accord et même de se soutenir dans les moments difficiles. Aujourd'hui, notre vie se déroule ainsi. Nous vivons toujours dans l'appartement de ma grand-mère, qui est maintenant véritablement notre maison, mais parallèlement, nous commençons à construire notre maison de campagne. Paul va à la maternelle. L'automne prochain, il ira à l'école de développement pour se préparer à la première année. De temps en temps, ma belle-mère va le chercher à la crèche lorsque nous ne pouvons pas, et elles ont trouvé un terrain d'entente. Maintenant, ces méthodes spéciales se limitent à des lectures de contes le soir. Plus personne ne vient avec des notaires, personne ne nous impose des conditions. Personne ne nous demande de l'argent pour leurs affaires. Et moi, de mon côté, j'aide mes beaux-parents comme je peux. Par exemple, nous avons acheté pour eux des billets pour une maison de repos afin que ma belle-mère puisse se rétablir. Je fais tout cela, non pas par crainte ou culpabilité, mais parce que je le veux. Parfois, en entendant les vieilles histoires familiales, mes amis me demandent: « Tu veux dire que ta belle-mère a tellement changé ? Tu m'avais dit qu'elle était terrible. » Je souris et réponds: « La vie a changé, et nous aussi. Et surtout, j'ai appris à défendre mes frontières et à ne laisser personne les franchir. » C'est probablement la leçon principale de toute notre histoire. Mon mariage avec Nathan a traversé de nombreuses épreuves. Cela inclut l'héritage, l'influence de ma belle-mère, et nos décisions en famille. Et maintenant, nous sommes plus forts et plus proches que jamais. Nous avons un objectif commun: vivre dans l'amour, élever nos enfants, construire notre maison. Mon indépendance financière est toujours là. L'appartement restant, je continue à le louer, ce qui me garantit une sécurité financière. Margaret, après sa guérison, a abandonné beaucoup de ses illusions. Elle ne pense plus que l'argent résout tout. Elle a compris que les relations sincères avec son fils et avec moi sont bien plus importantes, et c'est sur cette base que nous tentons de construire notre avenir. Oui, nos visions de la vie diffèrent toujours,
mais il n'y a plus cette agressivité ni ce désir de dominer l'autre. Parfois, je repense aux premières semaines après notre mariage, cette période intense, lorsque ma belle-mère est venue avec le notaire, souhaitant conclure un contrat de mariage, et je me demande combien de choses auraient pu mal tourner si j'avais cédé à ce moment-là, ou si j'avais explosé en conflit. Mais heureusement, j'ai eu la sagesse de me taire et de défendre ce qui m'appartenait, et plus tard, de trouver l'équilibre entre indépendance et désir de maintenir la paix dans la famille. Peut-être que c'est ce qu'on pourrait appeler une fin heureuse sans mysticisme, mais avec un happy end, comme dans une bonne comédie dramatique. Et devant nous se dessinent de nouveaux horizons. Nous prévoyons de commencer à poser les fondations de notre grande maison l'année prochaine, si nous arrivons à gérer nos finances correctement dans 2 ans, peut-être, les murs et le toit seront là. Et peut-être qu'il faudra encore attendre un peu plus longtemps mais ce n'est pas grave, l'essentiel est que nous faisons tout ça ensemble, et personne ne nous met de pression. Parfois, je souris en imaginant comment nous serons, dans notre future maison, près du feu, et ma belle-mère sera là, parlant tranquillement avec moi de nos fleurs de jardin. Peut-être qu'un jour, cette scène se réalisera. Margaret préparera des tartes, elle racontera à Nathan combien Paul était un merveilleux garçon, et Paul courra dans le jardin avec son vélo. Et plus aucun notaire ne viendra troubler notre tranquillité. Personne ne dictera les règles. Nous serons simplement une famille. Bien sûr, la vie ne garantit pas qu'il n'y aura pas de nouveaux défis. Mais, ayant appris l'essentiel, protéger mes frontières, savoir dire non tout en restant gentille, je me sens prête à affronter toutes les épreuves. Et si on me demande quel est le secret? C'est probablement de savoir, au bon moment, garder le silence sur ses finances et, quand c'est nécessaire, les partager pour sauver quelqu'un. C'est l'art des relations familiales, où chacun a droit à son espace personnel, mais n'oublie pas la solidarité mutuelle. Ainsi, notre histoire est un long chemin. Tout a commencé avec cette maudite sonnette à la première semaine de notre mariage, et maintenant nous avons des proches réconciliés, un fils et des projets pour l'avenir. Et même si tout aurait pu se passer autrement, aujourd'hui, je peux dire avec confiance, quand je me suis marié, je n'ai pas révélé que j'avais hérité de 3 appartements de ma grand-mère. Et comme il était bon que je me sois tu à ce moment-là, car une semaine plus tard, ma belle-mère est arrivée avec le notaire. Mais aujourd'hui, cet épisode est derrière nous. Et un grand et lumineux avenir nous attend, où nous ne sommes plus des ennemis, mais une seule famille.